Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue la lecture de Totalité et Infini par Emmanuel Levinas. Aujourd'hui on va lire la dernière partie de la deuxième section qui s'intitule Le monde des phénomènes et l'expression. Ça va être la dernière partie de la section sur l'économie et l'intériorité. La dernière fois on a terminé la partie sur la demeure et en fait, comme on a vu en fait la dernière fois que la séparation s'accomplit empiriquement dans le monde des phénomènes, il ne faut pas entendre par là que la relation métaphysique, celle qui réunit le moi et l'autre, serait juste une transposition formelle et abstraite de l'image empirique d'un espace qui sépare le moi et l'autre. En gros, la séparation, c'est pas juste je me dis qu'il y a moi et puis l'autre qui est là, il y a un espace entre nous, un intervalle empirique, un intervalle réel, mais la séparation est juste une manière formelle de comprendre et représenter cette relation. Si c'est le cas, si on peut en fait représenter formellement cette séparation, alors le moi devient le contraire de l'autre et on va retomber dans une dialectique. Et la séparation elle-même serait piégée dans une relation formelle à son tour. Elle serait l'extrémité d'une autre relation dialectique avec la totalité, qui va servir de négation à la séparation, genre la totalité va être la négation de la séparation et vice-versa. Or, la séparation, comme on a dit plusieurs fois, n'est pas un mouvement négatif. La séparation n'est pas un formalisme, elle n'est pas la négation d'une totalité, elle est en fait une production, elle est un événement qui n'a pas d'équivalent ou qui n'a pas de contraire. La séparation est donc un événement vraiment positif, c'est-à-dire qu'il ne nie rien, mais affirme l'existence d'un être sans que celui-ci doit être l'antithèse de quelque chose. Ce n'est en fait qu'avec des choses sur le même plan que le moi peut agir en antithèse ou que des choses soient des antithèses au moi. Or, la séparation dont on parle, c'est-à-dire la séparation avec autrui, n'est pas une séparation entre deux êtres qui sont sur le même plan. Mais plutôt une séparation entre deux êtres qui ne sont pas sur le même plan, donc il n'y a pas de négation. La séparation affirme positivement le moi en le plaçant dans le quelque part, en le plaçant dans la maison, où rien ne peut menacer son égoïsme, où il peut expliciter à fond sa liberté. L'être séparé est donc un être économique, un être qui s'occupe de sa maison ou qui habite sa maison. On rappelle, économie veut littéralement dire les règles de l'oikos, les règles de la maison en grec. Et ainsi la maison, c'est un événement réel, c'est un événement qui est concret dans l'être, un événement ontologique et par conséquent l'égoïsme aussi. L'égoïsme n'est pas une mentalité, n'est pas un état d'esprit, mais un mode ontologique, c'est vraiment un événement. C'est pas un songe, c'est pas une illusion ou une ombre, mais le déchirement réel d'une totalité. Le déchirement d'une totalité, comme dit Levinas, ne peut se produire que par le frisson de l'égoïsme, ni illusoire, ni subordonné en quoi que ce soit à la totalité qu'il déchire. L'égoïsme est vie, vie de ou jouissance. Donc la jouissance est elle-même une déchirure de la totalité. La totalité, c'est le neutre, c'est le rien, mais la jouissance manifeste qu'il y a une déchirure de la totalité, qu'il y a un interstice, et dans cet interstice, il y a un être qui jouit, un être égoïste, un être qui ne fait pas partie de cette totalité, parce que c'est un être qui a une subjectivité. Mais dans cette jouissance, cette subjectivité est menacée par ce qu'on appelait le nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, le moi, au départ, il baigne dans l'élément, mais l'élément peut l'engloutir. Il peut le faire couler dans ses abysses, il peut le faire couler dans le « il y a » ou dans le nulle part, c'est-à-dire dans une neutralité anonyme. Donc, pour que la séparation soit absolue, le moi doit être placé dans une maison, c'est-à-dire qu'il doit avoir une protection. Le quelque part, qui est la maison, le protège du nulle part. Et une fois protégé dans sa demeure, le moi peut se concrétiser. Et cette concrétisation consiste en la réunion de mouvements opposés dans un corps. Les mouvements opposés dans l'homme sont la plongée parmi les éléments qui entr'ouvrent l'intériorité, le séjour heureux et besogneux sur Terre, le temps et la conscience qui desserrent les taux de l'être et qui assurent la maîtrise d'un monde. Donc c'est ce dont on a parlé dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire qu'on baigne ou on plonge dans l'élément d'un côté, et c'est là la jouissance, mais cette jouissance ouvre l'intériorité et la subjectivité du moi. Or, à un moment, elle se rend compte, en fait, elle se prend un retard sur l'élément, et donc là, on va entrer dans le séjour. On va devenir un être de besoin, on va devenir un être inquiet mais toujours heureux. Et dans cette inquiétude, on va connaître l'avenir, on va devenir un être temporel.
Dans la jouissance, il n'y avait en fait que la satisfaction immédiate, il n'y avait que le moment présent, mais maintenant qu'il y a ce retard, on pige qu'il y a le passé et l'avenir aussi. Notre jouissance devient donc menacée. En fait, on ne peut plus se permettre de laisser l'élément nous nourrir de façon aléatoire, hein, comme si on était dans la matrice dans le ventre d'une mère. On doit donc combattre l'emprise de l'élément, on doit desserrer l'étau de l'être, c'est-à-dire en fait faire obstacle à l'influence de l'être, à l'influence de l'élément, et ça va être ça le rôle de la conscience. Et dans cet obstacle à l'influence, on va utiliser notre conscience pour maîtriser le monde, pour développer la technique, pour saisir les choses, bref, on va travailler et on va posséder. Donc, mouvement opposé parce que d'un côté, on a la jouissance immédiate et de l'autre, hein, on a le travail qui va remettre à plus tard la jouissance. Et comme on a déjà vu, ces mouvements se concrétisent dans le corps de l'homme. La jouissance dans la sensibilité, hein, et la sensibilité c'est le corps, et le travail va se concrétiser dans l'activité de la main qui est aussi le corps. Donc le corps va produire la séparation et va la protéger par son ambivalence et son ambiguïté. Mais ce corps est lui-même vulnérable. Il est une nudité et indigence, exposé à l'hostilité du monde, il est exposé au chaud et au froid, mais en se retirant dans la demeure, hein, dans le chez-soi, il permet le recueillement, c'est-à-dire il va permettre le travail et la possession, et comme ça il va combattre sa propre vulnérabilité. Et de là, l'homme va combler le retard en réduisant les éléments au même. On va arracher des choses aux éléments par le travail, puis on va posséder ces choses, et en les possédant, ça va nous donner une domination sur l'élément qui menaçait notre jouissance. Donc, le moi va absorber l'autre avec un petit a, hein, c'est-à-dire en fait il va absorber le non-moi par la négation, il va nier l'altérité des choses qu'il possède en les absorbant dans sa jouissance. La possession en œuvrant réduit au même ce qui de prime abord s'offre comme autre. L'existence économique, tout comme l'existence animale, malgré l'infinie extension de besoins qu'elle rend possible, demeure dans le même. Son mouvement est centripète. La séparation donc introduit un être qui est doté de subjectivité dans la totalité neutre et anonyme, hein, c'est-à-dire qu'elle va l'introduire dans le rien, et cet être est donc quelque chose introduite positivement dans un désert, et c'est par son activité qu'il va transformer ce désert en oasis, c'est-à-dire en fait il va transformer le monde en un environnement qui est idéal ou qui correspond vraiment à ses besoins à lui. Donc le moi arrache les choses du désert de l'élément, hein, si on veut une métaphore, et donc du coup il va transformer ce désert en oasis. Il introduit des choses positivement, hein, c'est-à-dire qu'il va les poser dans sa maison, mais ces choses voient leur altérité instantanément absorbée par le même, c'est-à-dire par le moi qui les arrache. Le moi donc est à la fois un être qui pose l'altérité dans l'élément, hein, dans le désert, dans l'anonymat, où rien en fait n'est différent, mais pose cette altérité uniquement pour la dévorer ensuite. La chose se manifeste comme un non-moi que le moi doit ensuite nier, qu'il doit réduire à lui-même. Il est à la fois ce qui pose l'altérité et ce qui va la nier. Il est sa négation puisque la chose est l'œuvre du moi finalement. Elle est le résultat de son travail et le travail vise à manifester l'intériorité du moi. Donc toute chose que le moi pose dans sa maison, toute chose qu'il retire de l'élément, c'est en fait un reflet du moi. Donc, ce qu'on voit dans la table ou la chaise, c'est en fait l'intériorité du moi, un reflet de l'identité du moi. Mais ainsi, on arrive à la conclusion suivante. C'est que l'œuvre manifeste l'intériorité au dehors. L'intériorité n'est plus à l'intérieur du moi, mais elle se manifeste dans le monde à travers les œuvres, c'est-à-dire à travers les choses qui sont le résultat du travail du moi. Un tableau n'est pas seulement un tableau, mais l'intériorité de son auteur. Et comme le tableau est à l'extérieur, il est dans le dehors, il n'est pas à l'intérieur du moi, alors l'intériorité est manifestée au dehors. Et c'est ce que Lévinas pose comme question. Mais l'œuvre ne manifeste-t-elle pas cette intériorité au dehors? N'arrive-t-elle pas à percer l'écorce de la séparation? Les actions, les gestes, les manières, les objets utilisés et fabriqués ne racontent-ils pas leur auteur? Et sa réponse, ça va être oui. Oui, les œuvres racontent leur auteur, mais il va rajouter une subtilité, c'est que ce n'est pas vraiment l'œuvre qui va manifester l'intériorité, mais plutôt le langage.
Pour qu'une intériorité se manifeste, il faut quelqu'un d'autre, il faut un compagnon, quelqu'un à qui on montre cette intériorité sans que notre intériorité soit mise en danger. La raison pour laquelle on a besoin d'un chez-soi, c'est parce que l'élément menace notre intériorité. Donc si on la manifeste au dehors, ça ne peut pas être pour l'élément. Ainsi, il faut qu'il y ait quelqu'un à qui on communique cette intériorité, et on a vu la dernière fois que, en fait, que le langage est censé accomplir ça. Le monde, qui est le fruit de mon travail, donc manifestation de mon intériorité, est mis en commun par le langage. Pour que les œuvres racontent leur auteur, il faut, comme il dit, seulement s'ils ont revêtu la signification du langage qui s'institue par-delà les œuvres. Par les œuvres seulement, le moi n'arrive pas au dehors, s'en retire ou s'y congèle comme s'il n'en appelait pas à autrui et ne lui répondait pas, mais cherchait dans son activité le confort, l'intimité et le sommeil. Donc au départ, le but de l'œuvre, c'est juste ça, c'est juste le confort, l'intimité, le sommeil. Bref, c'est être bien chez soi. Ce n'est pas appeler ou répondre à autrui, mais une fois que la signification est attribuée à l'œuvre, dès qu'il y a le langage, alors là oui, l'œuvre raconte son auteur. Dans l'œuvre, en fait, il y a d'abord des lignes de sens, c'est-à-dire des possibilités de la signification. Une chose peut avoir plusieurs sens différents, elle est originellement toujours équivoque. L'équivoque ne dérange pas tant que ça le moi, hein. S'il est tout seul, tout ce qui lui importe, c'est que la chose en question réponde à un besoin qui lui est propre, qu'elle a plusieurs sens ou juste des lignes de sens, tant qu'elle nourrit le moi, tant qu'elle m'apporte le confort, l'intimité et le sommeil sans inquiétude, hein, comme un bébé, j'en ai en fait rien à foutre du sens. C'est-à-dire que le moi n'a pas d'égard pour l'extériorité, il ne lui prête aucune attention. Sauf que ça va être possible, enfin en fait ça se tient si le moi est tout seul. Sauf que le moi n'est pas tout seul. Et ça, il s'en rend compte assez vite, et il va s'empresser de donner des mots aux choses justement, il va s'empresser de fixer leur sens, il va s'empresser de retirer l'équivoque. Et pourquoi est-ce qu'il s'empresse de faire ça? Revenons au début de l'activité, lorsque le travail commence. Le travail est bien sûr une activité voulue. Je travaille parce que je veux quelque chose, manifestement, combler un besoin. Or, lorsque je travaille, je produis également plusieurs choses que je ne voulais pas ou qui ne m'intéressaient pas. En gros, toute activité va produire des déchets. Or, ce qui constitue une œuvre, c'est pas le travail, mais précisément les déchets de ce travail. Le travail a fait quelque chose pour servir uniquement un but particulier. J'ai fait une chaise juste pour m'asseoir. Mais une chaise peut aussi servir d'autres fonctions comme un décor. Elle peut juste servir comme œuvre d'art, par exemple. Donc, à part la signification première qui est l'utilité la plus brute, il peut y avoir d'autres possibilités, il y a d'autres lignes de sens qui ne sont pas compris dans le travail, mais qui sont ce qui reste de l'activité de mon travail, c'est-à-dire les déchets. Donc il y a ces lignes de sens qui tombent un peu par terre, hein, comme les déchets du bois lorsqu'on fait de la menuiserie, et si le travailleur s'en fout, alors le travailleur ne possède pas l'œuvre en question. Pour Lévinas, la possession de l'œuvre commence par le déchiffrement des sens dans ces lignes. Ainsi, un ouvrier qui n'est là que pour travailler, il est là que pour malaxer et transformer la matière, il n'est pas là en fait pour donner sens à ses œuvres, ils ne peuvent, il n'a pas vraiment droit sur son œuvre. La possession va revenir à celui ou ceux qui peuvent parler sur l'œuvre, ceux qui lui donnent un sens. Et donc du coup, si jamais en fait il laisse toutes ces lignes de sens comme ça, enfin si jamais il ne délibère pas dessus, s'il les laisse comme ça en fait aller dans tous les sens, y a quelqu'un d'autre qui peut arriver, qui peut commencer à donner du sens sur les œuvres, et donc du coup lui arracher l'œuvre. Et donc du coup ainsi, ceux qui vont s'extérioriser, ça va pas être l'ouvrier, mais ça va être ceux qui vont parler sur l'œuvre que l'ouvrier a produit. Et donc l'intériorité de l'ouvrier, elle va rester invisible et inaudible. L'ouvrier ne tient pas en main tous les fils de sa propre action, il s'extériorise par des actes déjà en un sens manqué. Si ses œuvres délivrent des signes, ils sont à déchiffrer sans son secours. S'il participe à ce déchiffrement, il parle. Aussi, le produit du travail n'est-il pas une possession inaliénable et peut-il être usurpé par autrui? Donc voilà, c'est-à-dire en fait que le travail ne garantit pas la possession à lui tout seul, ce qui la garantit, c'est le déchiffrement, c'est parler de son œuvre. Or, si le moi est seul, il n'a pas à parler de son œuvre, puisque c'est sûr, personne ne va parler de son œuvre à sa place.
Et on y voit aussi un peu le côté marxiste ici. L'ouvrier est aliéné de son travail parce qu'il ne participe pas à ce déchiffrement. Et donc c'est toute une intériorité qui passe sous silence. Il ne parle pas de son œuvre signifie que son œuvre ne le raconte pas et donc du coup ne lui appartient pas. Le patron en fait extériorise son intériorité parce que lui va déchiffrer l'œuvre. C'est lui qui va déchiffrer les déchets tandis que l'ouvrier, il a été payé, il peut aller se nourrir et donc du coup voilà, il a rien, il a pas à déchiffrer son œuvre. Tout ce qui l'intéresse, c'est de toute façon son salaire et rien d'autre. Hein. Et ça, c'est selon le patron, bien sûr. Mais bon, tout ça pour dire que l'œuvre est indépendante du moi, puisque le moi s'en fiche un peu. Elles forment donc un système d'œuvres où elles ont toute une valeur d'échange, elles sont livrées à l'anonymat de l'argent. Donc si elles sont juste limitées à l'économie, à la maison, elles restent juste dans une indépendance anonyme, une indépendance d'échange, et donc elles ne reflètent pas l'intériorité du moi. C'est aussi un peu du marxisme. Hein. C'est Marx qui dit que l'argent rend les marchandises vraiment anonymes parce que ça efface l'ouvrier ou l'artisan qui l'a produit. Donc indépendant ici, c'est plus dans le sens d'aliéner que dans le sens les choses ont une signification intrinsèque. Et on peut dire aussi qu'il y a un côté non marxiste, hein, puisque pour Marx, c'est le travail et non pas le langage qui manifeste l'intériorité de l'homme. Le travail se limite juste à l'économie, selon Lévinas, à la maison, et comme il dit, l'intégration dans un monde économique n'engage pas à l'intériorité dont les œuvres procèdent. Cette vie intérieure ne meurt pas comme un feu de paille, mais ne se reconnaît pas dans l'existence qu'on lui attribue dans l'économie. Donc là, Lévinas, il donne une petite analyse de l'État, comment l'État, en fait, exprime très bien ce fait d'aliénation, non pas parce que l'homme n'est pas en possession de son travail, mais par le travail lui-même. Comme on a dit, ce dont l'homme a vraiment besoin, c'est se reconnaître dans le monde extérieur, au-delà de sa maison. Marx dit que c'est par le travail, tandis que Lévinas dit que c'est par le langage. Au contraire, le travail, à lui seul, empêche l'homme de se reconnaître, et l'homme se trouve comme délaissé, comme sous l'emprise d'un tyran. Et l'État fait exactement ça. Il ne priorise que le travail et il s'en fout de l'œuvre, ne donne pas de signification à l'œuvre et ça, l'homme en a conscience. Il a conscience de la tyrannie de l'État qui ne voit en lui qu'une force de travail. Probablement une allusion à l'Union soviétique, hein, mais voilà, l'État en fait, comme il met l'accent sur le travail, il réveille l'homme à une liberté, puisque comme on a vu, le travail concrétise la séparation du moi, donc le moi en travaillant certes explicite sa liberté d'une certaine façon, mais sa liberté dans le travail reste limitée à l'économie. Et ainsi les œuvres deviennent ceux de l'État en fait. C'est lui qui parle à la place des hommes. Il est un représentant, mais un représentant qui parle mal, qui ne fait pas justice à l'intériorité de l'homme qui est rendu au silence, quoi. L'État se porte comme le secoureur du travail du moi, alors que ce qui atteste ma liberté et mon intériorité, c'est que c'est moi qui porte secours à mon travail, qui porte secours à moi-même. Donc voilà ce que fait l'État à la personne. Il la réveille à une liberté qu'il viole aussitôt. L'État qui réalise son essence à travers les œuvres glisse vers la tyrannie et atteste ainsi mon absence de ces œuvres qui me reviennent étrangères à travers les nécessités économiques. À partir de l'œuvre, je suis seulement déduit et déjà mal entendu, trahi plutôt qu'exprimé. Voilà, mes œuvres me reviennent étrangères, j'en suis aliéné et donc mon existence qu'on déduit de ces œuvres est une existence de mon être matériel. Certes, on peut déduire que cette chaise a été produite par un menuisier, on peut dire que cette chaise-là, elle a été produite par ces bras-là, mais le menuisier n'est pas exprimé. Ce qui compte, c'est l'expression du moi à travers l'œuvre, pas l'expression d'une tierce personne qui parle au nom du moi. Et c'est ça que Lévinas appelle la trahison. Ça empêche de percer l'écorce de la séparation, comme il dit. L'écorce, c'est en fait l'enveloppe de la séparation, genre l'enveloppe du moi qui le maintient dans son secret, dans son intériorité, mais le but, c'est aussi arriver à percer cette encorce, cette enveloppe. C'est ça l'expression qui est l'aboutissement de la séparation. Elle ne peut pas l'être avec le travail seulement, puisque le travail est un mouvement de retour. Il part de la maison pour revenir à la maison. Lévinas mentionne l'Odyssée, un peu plus loin, le poème épique d'Homère où Ulysse fait tout un voyage dans le but de rentrer chez lui. Et si le but du travail, c'est rester à la maison, alors la sortie que le moi fait de la maison pour aller dans le monde est accidentelle finalement. Elle n'est nécessaire qu'à cause des circonstances. Si le moi pouvait choisir, il préférait ne pas quitter la
demeure et travailler en fait finalement depuis la maison. Donc pour cette raison, le travail ne peut pas exprimer l'intériorité. L'œuvre doit exprimer quelque chose de bien particulier, quelque chose qui ne peut en rien ressembler au moi. Par exemple, si j'aborde autrui à travers ses œuvres à lui et que j'essaye de les comprendre en me disant « ça doit être pareil pour lui », l'œuvre et son travail et sa possession, comme avec moi, tout ce que je fais, c'est identifier autrui au moi. En voyant en fait l'œuvre d'autrui, on se dit ça doit être pareil pour autrui, et ça revient à identifier le même dans l'œuvre d'autrui. On ne peut pas faire ça parce qu'en fait, c'est vrai, oui, les œuvres d'autrui sont comme les miennes, elles sont aussi livrées au champ de l'anonymat et de l'argent et à l'économie, elles sont donc le produit d'un travail et d'une possession exactement comme mes œuvres à moi. Donc essayer de déduire autrui à partir de ses œuvres, c'est en fait se déduire soi-même. L'anonymat de l'argent rend précisément toutes les œuvres interchangeables et équivalentes, donc elles sont toutes les mêmes. Dans le divers, dans la pluralité des œuvres, finalement, il n'y a que le même qu'on identifie parce qu'on n'a rien à part le travail et la possession comme guide. Donc on ne peut pas aborder autrui par ses œuvres. Et la raison est la suivante. Autrui se signale mais ne se présente pas. Les œuvres le symbolisent. Alors ça veut dire quoi? Si on peut déduire autrui de ses œuvres, alors autrui est transparent et donc il n'a pas d'intériorité. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, parce que percer l'écorce de la séparation, ça ne veut pas dire rendre son intériorité publique, ce n'est pas dévoiler son secret. Exprimer son intériorité n'est pas la transparence. Or, se présenter, c'est ça, c'est être transparent. Si les œuvres présentent autrui, alors autrui n'existe pas. Il n'y a que les œuvres qui sont à la vue de tout le monde, et donc où est son intériorité? L'intériorité doit rester cachée, il faut un moyen pour que le moi ou autrui parle, en toute honnêteté bien sûr, c'est mieux, mais que la dimension intérieure ne soit pas révélée, qu'il reste à la fois intérieur et extérieur. Et pour ça, Lévinas dit qu'il faut que les œuvres fonctionnent comme des symboles, un peu comme les rêves dans la psychanalyse freudienne. Le symbolisme chez Freud révèle quelque chose, mais en même temps la cache. Les rêves sont en fait un symbolisme qui cache et en même temps révèle l'inconscient. Le symbolisme, écrit Lévinas, il ne révèle qu'en cachant. Dans ce sens, les signes constituent et protègent mon intimité. S'exprimer par sa vie, par ses œuvres, c'est précisément se refuser à l'expression. Donc oui, c'est quand même un peu fort. Un signe, c'est une expression qui se refuse à l'expression. Autrui se signifie par ses œuvres, c'est qu'il se révèle et se cache en même temps. Expression qui refuse l'expression. Alors, quelle est cette expression qui refuse l'expression? Alors, il y a bien sûr un souci avec le symbolisme, c'est qu'il demande une interprétation. Or, l'interprétation en elle-même peut constituer une invasion de l'intériorité de l'être qui se signale. Il s'exprime par des symboles, certes, mais ces symboles ne peuvent pas être des symboles à interpréter comme dans la psychanalyse, où au final c'est le psychanalyste qui parle à la place de son patient. C'est le psychanalyste qui parle du complexe d'Oedipe, des archétypes, etc. Mais rien de tout ça n'atteste de l'intériorité du patient. En interprétant les œuvres du patient, on a certes envahi sa maison, mais l'intériorité, elle est nulle part. On est dans une coquille vide en fait. Le moi du patient n'est pas là, il est absent. Donc il faut se poser la question en fait, quel genre de symbole conjure cette absence? Quel symbole fait vraiment que l'intériorité s'exprime? Eh bien, c'est la parole. L'interprétation du symbole peut conduire jusqu'à une intention devinée, mais nous pénétrons dans ce monde intérieur comme par effraction et sans conjurer l'absence. Absence à laquelle la parole seule, mais dégagée de son épaisseur de produit linguistique, peut mettre fin. C'est-à-dire en fait que la parole, c'est pas la linguistique, c'est pas un système de règles qui détermine le sens des mots et les phrases, mais elle est autre chose. Alors déjà, il faut comprendre la relation entre la parole et l'œuvre. L'œuvre ne se manifeste que pour répondre à une question, la question de la quiddité, c'est-à-dire la question de « c'est quoi ?» quid en latin. Toute expression donc vise à apporter une réponse à cette question. Toute œuvre se manifeste, elle apparaît devant toi, premier réflexe c'est comprendre c'est quoi ce qui vient de se manifester devant toi. Voilà, c'est quoi. Lorsqu'on répond à cette question, on donne deux choses inséparables, un substantif et un adjectif. C'est quoi ça? C'est une substance, un sujet nominal, et toute substance a des adjectifs, des qualités si on veut.
Lévinas insiste qu'ils sont inséparables, parce que, comme on a vu à plusieurs reprises, contrairement à d'autres philosophes qui veulent séparer les qualités de la substance, Lévinas il va les maintenir ensemble. Dans la phénoménologie en général, on ne fait plus trop cette séparation, les qualités d'une substance sont la substance. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on cherche une réponse à la question c'est quoi, à la question de la quiddité, on cherche un contenu. Ce contenu peut être un contenu sensible comme un objet sensible, de la matière que je peux voir, sentir, toucher, ou un contenu intellectuel comme un objet abstrait par exemple, les nombres ou les lois physico-mathématiques. Ce contenu doit être une compréhension d'un concept, c'est-à-dire que le contenu de la quiddité est un contenu qu'on peut comprendre par un concept. Une chaise physique peut être comprise parce qu'on peut la conceptualiser. Cependant, la quiddité de la chaise n'est pas le bois. Ce n'est pas l'élément d'où elle fut arrachée par la main, mais c'est ce qui l'a produit, c'est-à-dire c'est le travail. Or, le travail a un auteur. Donc, la chaise, c'est l'œuvre d'un auteur. Donc, en fait, voilà, elle a un auteur. Si vous prenez en considération tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça devrait vous paraître un peu évident, mais là, tout ça pour dire, l'auteur de l'œuvre, abordé à partir de l'œuvre, ne se présentera que comme contenu. Donc, contenu de l'œuvre, c'est l'auteur. C'est quoi cette œuvre? Puisque toute chose est une œuvre, on répond, c'est l'œuvre de monsieur ou monsieur X. Comme l'œuvre est censée exprimer l'intériorité de X, alors carrément on dit l'œuvre c'est X. Mais le contenu, l'auteur de l'œuvre, existe dans une certaine position, dans un certain contexte. Il occupe une certaine place dans un système d'œuvres et sa réponse est inséparable de sa position dans ce système. En d'autres termes, l'œuvre n'est pas elle-même son propre contenu. Le contenu est à trouver dans un contexte, dans ce qui est en dehors du texte. Lorsqu'on pose la question « quoi ?», en réalité, on pose la question « c'est en tant que quoi ?» En tant que quoi signifie que pour comprendre l'œuvre, il faut la comprendre en tant que quelque chose d'autre. C'est l'objectif du symbole. Il symbolise quelque chose qui ne se comprend pas par elle-même, mais en tant que quelque chose d'autre. Mais le quelque chose d'autre est aussi une chose. Mais l'intériorité n'est pas une chose. Elle ne s'inscrit pas, dans un système de relations. Quand on parle de contexte, on peut donc dire deux choses. Soit on va chercher à comprendre par sa relation avec d'autres choses, ou bien par l'intériorité de son auteur qui, elle, n'est pas une chose. Donc, on ne prend pas la manifestation pour elle-même, mais pour quelqu'un d'autre. La question de la quiddité n'est donc pas seulement un quoi, mais un qui. La question ontologique est en fait une question qui suppose une autre question antérieure sur une intériorité. D'abord, il y a la question du « qui est-ce » et une fois cette question répondue, on peut passer à la question « c'est quoi ». « C'est quoi » revient à dire « c'est qui a fait ça » en fait. Donc, on s'attend à ce que quelqu'un nous donne une réponse parce que la question « c'est quoi » en fait, elle est adressée à quelqu'un. La réponse recherchée, c'est « c'est moi ». Or, pour dire « c'est moi », il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, tu vois, genre à qui la question est adressée. La question qui interroge sur la quiddité se pose à quelqu'un. Depuis longtemps, celui qui doit répondre s'est déjà présenté en répondant ainsi à une question antérieure à toute question en quête de quiddité. En réalité, le « qui est-ce » n'est pas une question et ne se satisfait pas d'un savoir. Alors, plusieurs choses à expliquer ici. Déjà, la dernière phrase, le qui est n'est pas une question et ne se satisfait pas d'un savoir. Elle signifie que la réponse à cette question ne procure pas de savoir, en fait. La réponse « c'est moi » ne nous donne aucune information sur ce moi qui doit rester caché, qui doit rester mystérieux, qui doit rester dans sa demeure. S'il y a un savoir sur l'intériorité, il n'y a plus d'intériorité. On retombe dans le problème de la transparence. C'est pour ça en fait que Lévinas dit que l'autre, celui qui répond « moi », s'est déjà présenté. Mais comme il s'est présenté à une question antérieure, à toute question qui cherche la quiddité, donc à toute question de savoir, il reste caché. La présentation est juste un problème si on se présente pour répondre à une question de quiddité. Là, pour le coup, la présentation va devenir de la transparence. Mais alors, comment l'autre se présente sans devenir un savoir, sans devenir une quiddité ? Pour ça, il doit être un contenu, mais sans contenu. Quelque chose qui se pose positivement, donc qui n'est pas la négation d'un contenu, mais qui est sans contenu.
Sans et S-A-N-S. Une telle chose, c'est le visage, justement. Celui qui répond par moi est un être qui se présente comme visage. On a déjà vu que le visage n'est pas un contenu, n'est pas quelque chose dans le sens où c'est un noème, quelque chose qu'on peut saisir et représenter. Ce qu'on peut saisir et représenter, on est d'accord, c'est une modalité de la quiddité, une modalité de la substance. La chaise ou la table est une modalité du bois. Or, comme écrit Lévinas, le visage n'est pas une modalité de la quiddité, une réponse à une question, mais le corrélatif de ce qui est antérieur à toute question. Ce qui est antérieur à toute question n'est pas à son tour une question ni une connaissance possédée a priori, mais désir. Le qui corrélatif du désir, le qui à qui la question est posée, est en métaphysique une notion aussi fondamentale et aussi universelle que la quiddité de l'être et les temps et les catégories. Donc, que fait Lévinas ici? En gros, il introduit une autre notion, et elle est entre, en fait, elle est entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment une notion, puisqu'elle ne peut pas être conceptualisée, mais voilà, on la prend comme notion pour mieux la comprendre. C'est une notion qu'il dit être mise de côté par la métaphysique classique, qui en fait ne fait que de l'ontologie, et ne fait pas de métaphysique. Elle ne fait que de la philosophie qui vient répondre à des questions sur l'être, des questions de savoir, alors qu'il y a une autre notion aussi fondamentale et universelle, peut-être même plus, puisqu'elle est antérieure à toutes les autres. Et celle-là, c'est la notion du qui. L'intériorité est tout aussi un événement ontologique que la quiddité, que l'être, que les étangs et les catégories. Elle existe vraiment comme entité, mais c'est une entité primordiale qui préexiste toutes les autres, et les autres ne sont possibles qu'à partir d'elle. On peut y voir une allusion théologique, même si on a répété plusieurs fois que Lévinas ne fait pas de théologie. Lorsque vous demandez à un croyant les questions sur l'être, il vous dira « c'est Dieu ». Et Dieu est un qui, et ce n'est pas un quoi. Ce n'est pas une matière, comme on comprend souvent la matière, genre inerte, ou une force qui n'a pas de subjectivité. Dieu est un être avec une intériorité. C'est ça qui en fait un qui, plutôt qu'un quoi. Alors, Lévinas ne veut pas qu'on voit ce qui comme Dieu, le Dieu qui punit et qui récompense, qui a des pouvoirs, etc., mais comme une intériorité qui précède les questions de l'être. Elle est, en fait, cette intériorité, elle est un corrélatif, elle se manifeste comme visage. Le visage d'autrui est comme autrui, antérieur à toute question, et donc il n'est pas une connaissance même a priori. On a déjà expliqué l'a priori, une connaissance qu'on a qui est indépendante de l'expérience sensible. Et on n'a donc pas une connaissance en nous, comme les rationalistes disent, avec laquelle on peut répondre à des questions abstraites et métaphysiques. Plutôt, le visage n'est pas une connaissance, point final. Mais alors, c'est quoi? S'il n'est pas une connaissance a priori, le visage, c'est quoi? Il est désir. Antérieur à toute question et connaissance, c'est le désir. Et comme on a dit, ce désir est antérieur à l'élément aussi. On a dit que l'élément, pareil, il est aussi antérieur à toute question et connaissance d'une certaine manière, mais il n'est pas le désir. L'élément, c'est un quoi. Le premier quoi. Un quoi bien ambigu, puisque c'est une qualité sans substance, comme on l'a vu plusieurs fois, mais un quoi quand même. Tandis qu'autrui n'est pas un quoi du tout, mais un qui. Le désir métaphysique répond toujours à un qui. On a vu au tout début du livre que ce qu'on désire, avec un D majuscule, n'est pas une chose ou un objet, mais quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est autrui. Alors certes, un qui peut être un quoi. Pour répondre à la question « c'est qui a fait ça ?» on dit « c'est X », puis on pose la question « mais qui est X ?» On peut répondre « c'est le président du club de machin » ou « c'est monsieur un tel », etc. Mais ça, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un système de relations. On comprend X qu'en relation à des structures. Il est le président de ce club, il est le président du conseil d'État, etc. Ou carrément, on parle de lui à la troisième personne, ce qui sous-entend qu'il n'a pas d'intériorité. On réduit donc le qui à quoi? À une quiddité si on fait ça. Mais pour le coup, on aurait répondu à une autre question. On nous a posé qui est-ce et on répond c'est Monsieur X qui est président de machin. Là, on a répondu à un quoi. Notre réponse ici se réfère à un système de relations et comme écrit Lévinas, à la question qui répond la présence non qualifiable d'un étant qui se présente sans se référer à rien et qui cependant se distingue de tout autre étant. La question qui vise un visage. La notion du visage diffère de tout contenu représenté. Donc un contenu représenté se réfère à un système de relations. Et le problème avec ça, c'est qu'on se trouve dans une situation où le système qui répond
c'est le système qui répond à ta place. Le président du Conseil d'État n'a pas d'intériorité parce que c'est le Conseil d'État et pas lui qui se présente. En se présentant comme le président du Conseil d'État, c'est le Conseil qui se présente à travers son président. Donc ici, il y a une distinction entre celui qui parle et celui qui est dit. Ce qui est dit, pardon. Ce qui est dit, ce n'est pas le jeu du président, ce n'est pas « je suis le président », mais celui qui parle, c'est le Conseil d'État. Pareil quand on parle de quelqu'un à la troisième personne. Celui qui parle, c'est moi, Ismaïl. Voilà, enfin c'est moi, mais le dit n'est pas moi. C'est la personne dont je parle. Or, dans le cas du visage, comme c'est un contenu sans contenu, un contenu non représenté, le qui et le quoi coïncident. Celui qui parle et ce qui est dit coïncident. Ça veut pas dire en fait que le qui est réduit à un quoi. Quand on réduit le qui à un quoi, on élimine le qui, on le retire complètement de l'équation, alors que lorsqu'il coïncide, c'est en fait le qui parle du quoi. L'auteur ici vole au secours de son œuvre. Il parle pour lui-même, pour ce qu'il a produit, et donc il s'exprime. En gros, l'ouvrier qui parle de son œuvre, c'est le qui parle du quoi, se trouve vraiment reflété, il se trouve vraiment exprimé dans le quoi. Et ainsi, la parole est le premier signe de l'expression. Quand on demande à l'ouvrier « c'est quoi ça ?», en fait, on lui demande « qui es-tu » Ce qu'on demande et celui qu'on interroge coïncident. Viser un visage, c'est poser la question qui, au visage même, qui est la réponse à cette question. Le répondant et le répondu coïncident. Le visage, expression par excellence, formule la première parole. Le signifiant surgissant à la pointe de son signe, comme des yeux qui vous regardent. Alors, comme le visage s'exprime dans la parole, ça rejoint ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Ce n'est pas l'œuvre, mais la parole qui exprime l'auteur. Donc, ce n'est pas l'activité en soi qui exprime le qui. Ça signifie donc que le qui n'est pas présent dans l'activité. L'œuvre atteste plutôt de l'absence de son auteur. En gros, l'auteur n'assiste pas à sa propre manifestation. L'œuvre est la manifestation de quelque chose, mais quelque chose d'absent. C'est comme une trace. Quand on trouve une trace, on a l'absence de ce qui a laissé la trace. Or, une trace, c'est un signe, et un signe est compris dans un système de signes. L'auteur se signifie par son œuvre, mais ne se manifeste pas, ou plutôt, il se manifeste comme absence de sa manifestation. Et une manifestation de l'absence de l'être, ça a un nom, c'est un phénomène. L'œuvre est donc le phénomène de l'auteur, et l'auteur, c'est le noumen. Or, comme avec Kant, le noumen ne peut pas être compris à partir du phénomène. Donc l'auteur, l'homme, ne peut pas être compris non plus à partir de ses œuvres. Quand on comprend l'homme à partir de ses œuvres, il est plus surpris que compris. Sa vie et son travail le masquent. Symbole, ils en appellent à l'interprétation. Voilà donc le phénomène, qui est l'œuvre de l'homme, est donc un masque. Il cache le visage de l'homme, donc comprendre l'homme, c'est aller sous son masque, c'est voir son visage, mais comme on a dit, le visage ne peut pas être vu, ne peut pas être dévoilé ou représenté. Alors on fait quoi? On revient à l'interprétation. La vie et le travail de l'homme sont des symboles qui masquent son visage, et tout symbole demande une interprétation. C'est des symboles parce que, comme on a vu, un symbole relève et cache en même temps. On a vu tout à l'heure que l'interprétation peut poser problème puisqu'elle cherche à envahir l'intériorité qui doit demeurer cachée, mais c'est un peu plus compliqué que ça. L'interprétation en elle-même ne peut pas être une invasion parce qu'elle va dépendre de qui fait l'interprétation. Voyons ce que dit Lévinas. Il dit que la phénoménalité indique selon lui une façon d'être où rien n'est ultime, où tout est signe présent s'absentant de sa présence et dans ce sens rêve. Donc déjà, le phénomène est une façon d'être, une modalité. Mais cette modalité n'exprime rien d'ultime et d'absolu. Comme elle est une présence qui s'abstient de sa présence, elle reste toujours ouverte à l'interprétation. C'est en ce sens que le phénomène est un rêve. Si les philosophes ils ont souvent qualifié le phénomène d'un songe ou d'un rêve, c'était pour le discréditer. Ils savent qu'il n'y a rien d'ultime dedans, qu'on ne peut jamais savoir avec certitude ce qu'il cache, toujours ouvert à l'interprétation. C'est un problème en fait pour les philosophes comme Platon, Descartes, Spinoza ou Hegel. La connaissance est relative dans le rêve et donc elle n'est jamais une certitude. On peut ici conclure que pour le coup, l'interprétation n'est pas une invasion de l'intériorité puisqu'elle
puisqu'elle nous maintient toujours à la surface. Elle nous fait toujours dévier et donc on n'atteint jamais le palier de la demeure où séjourne l'intériorité. Donc pour Lévinas, ça c'est une bonne chose. Le symbolisme du phénomène n'est pas comme dans la philosophie classique une raison de l'ignorer ou d'en faire juste une négation à laquelle il faut trouver une négation aussi, mais la manière d'être d'un être qui a une intériorité. Cependant, là où l'interprétation pose problème, c'est que déjà, elle peut permettre à d'autres d'étouffer l'intériorité, puisque déjà, ils peuvent avoir l'intention d'envahir sa demeure. Ils peuvent vouloir que leur interprétation à eux devienne l'ultime interprétation, celle qui a pénétré dans la maison et exposé l'intériorité comme un trophée de chasse aux yeux de tous. Ou même si on ne prétend pas détenir l'interprétation ultime, on peut toujours agir de la sorte. Par exemple, quand des hommes vont parler à la place des femmes en prenant des positions féministes pour se mettre en valeur. Ou bien l'interprétation, comme elle reste que sur la surface, si elle est incapable de franchir le paillasson, elle peut en faire en sorte que l'intériorité ne sorte pas. Les systèmes de signes peuvent être un barrage à l'extériorité. Ils sont comme de la neige qui recouvre la maison et donc vont empêcher le moi de sortir. Donc l'idée de toujours ouvert à l'interprétation n'est pas tant une liberté comme certains pourraient le croire, mais un obstacle à l'expression puisqu'elle oblige l'intériorité à rester chez elle, à l'enfermer chez elle. C'est comme ceux qui te disent « fais tout ce que tu veux, mais chez toi, mais n'impose rien dans la sphère publique ». Ou ceux qui te disent c'est juste ton opinion. Tu sais que juste te dire ce que tu as dit c'est juste ton opinion, c'est valable que pour toi. C'est comme quelqu'un qui t'a mis en fait un vu sur ton message. Donc éventuellement l'interprétation et la relativité de la connaissance doivent être dépassées, puisqu'ils peuvent empêcher l'expression justement. Mais comment ? Il ne faut pas que ce dépassement perd l'avantage de l'interprétation qui est maintenir le mystère de l'intériorité. Il faut dépasser le dilemme de soit on s'exprime mais on n'a plus de maison, soit on reste dans la maison mais on ne s'exprime pas. L'extériorité, c'est précisément dépasser ce dilemme, c'est exprimer tout en gardant sa maison. Et c'est dans cette expression que la nouveauté, l'altérité s'exprime. Une fois l'interprétation dépassée, enfin le dilemme de l'interprétation dépassé, on ne tombe pas dans un anonymat où personne ne peut s'exprimer. C'est une erreur de croire que ce qui garantit la diversité, c'est la liberté de l'interprétation. Au contraire, dans l'interprétation, on est dans le fond duquel aucun nouveau jour ne peut se lever. Mais une fois qu'on s'extériorise, on amène un jour nouveau à partir de ce fond. Citation, avec l'extériorité qui n'est pas celle des choses, disparaît le symbolisme et commence l'ordre de l'être et se lève un jour du fond duquel aucun jour nouveau n'a plus à se lever. Donc ici, en fait, on passe de l'interprétation au déchiffrement. On est encore dans des signes, hein. Donc l'intériorité n'est pas dévoilée, mais avec le déchiffrement, ce qu'on a, c'est une participation totale. Tous les hommes participent au déchiffrement du monde, qui est le système des signes en question. Ce qui manque à l'existence intérieure, ce n'est pas un être au superlatif, prolongeant et amplifiant les équivoques de l'intériorité et de son symbolisme, mais un ordre où tous les symbolismes se déchiffrent par des êtres qui se présentent absolument, qui s'expriment. Donc en gros, la réalité du moi, la réalité du même, n'est pas totale dans sa maison, il lui faut autre chose pour en sortir, pour devenir un participant actif dans le déchiffrement des symboles, et pas juste rester au niveau de l'interprétation. Le moi s'exprime en fait lorsqu'il parle en visant la vérité et non pas le relativisme de l'interprétation. L'interprétation suppose qu'il n'y a pas de vérité ultime et absolue, mais il y a une vérité. Sauf que cette vérité ne passe pas par l'interprétation, elle aussi comme dans le cas du dictateur hein, qui veut imposer son interprétation, elle n'est pas une vérité dans le sens de proposition non plus. Cette vérité qui rompt avec le relativisme de l'interprétation, c'est le rapport avec autrui. La vérité se manifeste lorsque le moi assiste à lui-même. La vérité est une action, c'est l'extériorisation. La vérité n'est pas juste des mots et des phrases, mais une attitude. Si je m'assiste, alors je suis dans la vérité. Mais pour m'assister, c'est en étant en relation avec autrui. La vérité commence donc avec l'éthique, avec la morale. Si on parle de vérité comme juste une connaissance objective qui est prononcée
par une bouche, alors ce qui compte, c'est juste cette connaissance-là. Celui qui la détient, celui qui la prononce, constituerait donc les autres. Mon existence serait constituée dans et par la pensée de celui qui prononce cette vérité. Or, ceci relève de la pensée universelle qui dissimule l'intériorité. Ça va en fait vers du monisme plutôt que du pluralisme, vers un système uniforme, vers le même. Il dit « Une existence dite objective, telle qu'elle se reflète dans la pensée des autres et par laquelle je compte dans l'universalisme, dans l'état, dans l'histoire, dans la totalité, ne m'exprime pas, mais précisément me dissimule. » En revanche, faire de la vérité une affaire d'approche avec autrui, ça résout ce problème. La vérité, c'est le fait d'accueillir le visage d'autrui, et c'est là que je passe du phénomène à l'être. Toute l'obsession de la philosophie occidentale, ça a été d'expliquer ce passage, de l'étant à l'être, du phénomène au noumen. Or, jusqu'ici, ce passage était un passage du faux ou de l'incomplet vers le vrai et le complet uniquement dans un sens ontologique. Le vrai serait la pensée universelle, l'état, l'histoire, la totalité, où le particulier y est dissous. Mais Lévinas trouve une autre manière de faire ce passage sans perdre le particulier. Le visage que j'accueille me fait passer du phénomène à l'être dans un autre sens. Dans le discours, je m'expose à l'interrogation d'autrui et cette urgence de la réponse, pointe aiguë du présent, m'engendre pour la responsabilité. Comme responsable, je me trouve ramené à ma réalité dernière. Donc, la vérité, c'est être complet. Mais un être complet est un être responsable. C'est ça ce que signifie la réalité dernière de l'homme. C'est la responsabilité. Un être non responsable n'est pas dans la réalité. Mais cette responsabilité s'exprime par l'attention qu'on apporte à autrui. On devient attentif à l'appel qui vient d'en haut jusqu'à ce qu'on... jusqu'à ce qu'on devient responsable. Jusqu'ici, on faisait que s'occuper de notre bétail, insouciant de la morale et de la vérité. Tout ce qui compte, c'est que notre ventre soit rempli. On n'a jamais conçu une autre dimension au monde en dehors de l'ontologie. Mais cette autre dimension s'ouvre par le visage d'autrui, qui appelle et interpelle, qui interroge et nous remet en cause, et donc nous rend conscients. Conscient entre guillemets, parce qu'on va vite y revenir. Conscient, c'est-à-dire conscient de nos actes, et maintenant on doit les justifier. Jusqu'ici, on n'a jamais envisagé que nos actes doivent répondre à quelqu'un, ou ont besoin d'une justification. Notre conscience était complètement fermée à cette possibilité de justifier, de devoir à quelqu'un une justification. Alors ça ne veut pas dire qu'avant l'arrivée d'autrui, nous étions juste des potentialités, des êtres de puissance, comme dans le modèle aristotélicien qu'on a déjà évoqué. Quand on dit on devient complet avec la responsabilité et l'attention, c'est pas on s'actualise, on est déjà actualisé, on est déjà complet, on est déjà conscient. L'attention et la responsabilité, c'est en fait un surplus. C'est une conscience en plus qui est ajoutée par autrui. C'est pas en fait un truc en nous par nature, il doit être mis par autrui. Parce que si on prend la responsabilité comme une actualisation, la responsabilité serait dans l'intérêt de l'homme. Et donc, elle n'est plus un surplus. Si la responsabilité, c'est ce qui m'amène à ma réalité dernière, sans être actualisation, alors elle est quoi ? La responsabilité est donc une responsabilité morale avant tout, comme on a dit, mais qu'est-ce qu'elle signifie exactement ? Que signifie donner son attention à autrui ? Pour Lévinas, c'est le servir. Servir le maître qui vient d'en haut, c'est ça la responsabilité morale. Alors servir, c'est pas se soumettre comme on se soumet à un dictateur. Autrui, pour rappel, n'exerce pas de violence ou de force. Servir, c'est comme servir un invité chez soi. De la même manière, quand on reconnaît la maîtrise de l'invité sur nous, on fait pareil avec autrui. La servitude ici, c'est une hospitalité. Mais pour donner l'hospitalité, il faut commander, il faut avoir une maison, un domaine sur lequel on est souverain. Mais on a déjà en fait vu que cette souveraineté nous est donnée par autrui. Et là, le commandement d'autrui, autant que mettre sur nous, c'est d'être à la hauteur de notre propre souveraineté. Accueillir autrui, en fait, l'hospitalité, c'est ça, c'est être à la hauteur du commandement. C'est là où le moi s'exprime quand il commande en servant autrui. Citation, « Être attentif, c'est reconnaître la maîtrise de l'autre, recevoir son commandement, ou plus exactement, recevoir de lui le commandement de commander. Mon existence, comme chose en soi, commence avec la présence en moi de l'idée de l'infini, quand je me cherche dans ma réalité dernière. Mais ce rapport consiste déjà à servir autrui. »
Alors il ajoute un petit paragraphe où il parle de la mort, probablement une autre critique de Heidegger. Heidegger pensait que c'est la mort qui nous renvoie à notre réalité dernière parce qu'il n'y a que dans la conscience de la mort qu'on peut vivre de manière authentique. Mais dans ce cas, ça supposerait que la mort est le maître de l'homme. Mais pour Lévinas, non, la mort joue un autre rôle dans tout ça. Plutôt que nous amener à la responsabilité, elle est la fuite de la responsabilité. Comme elle est future inconnue, elle nous fout les jetons. Et donc, face à elle, on n'a qu'une seule envie, c'est fuir, c'est se cacher dans la maison. La responsabilité est donc un courage qui n'est pas dû à la mort, mais vient malgré la mort. La mort, c'est le refus de s'externaliser, de prendre les devants, de commander, d'être responsable. Pour que la mort participe à mon appel à la responsabilité, elle doit être aussi en autrui. Sinon, elle sert à rien. Mais être en autrui n'est pas, n'en fait pas le maître. C'est parce qu'il y a autrui que je suis courageux, que je m'engage dans la vie et je peux être responsable face à la mort. La mort, source de toute limite, n'est présente qu'en autrui, et seulement en lui, elle me rappelle d'urgence à ma dernière essence, à ma responsabilité. Donc elle est source de mythe parce que c'est elle, l'Ilia ultime, la grande nuit qu'il y a au fin fond de l'élément, là où on a dit les dieux païens résident, c'est la mort. Et elle ne prend le sens que Heidegger veut lui donner, qu'elle rappelle à la dernière essence et la responsabilité, que si autrui est là. Sinon, la responsabilité ne sert à rien. Pourquoi être responsable quand il n'y a rien qui appelle au-delà de la mort ? Le courage ne vient donc pas de la mort, depuis les contrées éloignées de l'élément, mais d'un idéal qui est plus loin, c'est-à-dire l'autre. Sans l'autre, le courage n'a pas de sens parce que sinon, on n'aura que du mécontentement. Si on fait sortir l'homme de la maison au lieu du contentement et on lui dit « maintenant tu vas devenir un homme complet parce que devant il n'y a que la mort, il n'y a qu'un mécontentement ultime », le courage c'est juste une superstition ici. Il ne peut provenir que d'un contentement, mais un contentement qui est tout autre que celui de la jouissance, c'est-à-dire un contentement en plus. Donc en gros, le contentement de la totalité, qui peut signifier soit la demeure du moi ou bien la pensée universelle cherchée par les philosophes, ce contentement est en fait une phénoménalité et une inadéquation à l'absolu. La totalité n'est pas l'absolu comme chez Hegel ou Spinoza par exemple. Tout ce que le contentement révèle, c'est le phénomène, mais le noumen, qui est l'intériorité, n'est pas au rendez-vous. Et bien sûr, l'intériorité du moi, chez lui, ne peut s'exprimer que si autrui peut exprimer son intériorité. Donc on ne peut pas rester limité dans le contentement. Sauf que dépasser ce contentement, c'est pas le remplacer avec le mécontentement. C'est ce que fait Heidegger en fait, qui remplace la jouissance par l'angoisse. La mort n'apporte que le mécontentement. Sauf que le mécontentement est aussi une totalité. Sauf que c'est une totalité à l'envers. Là où la jouissance fait du besoin, de l'être besogneux, l'occasion du contentement, la mort fait du besoin l'occasion du mécontentement. On a le seum en fait tant qu'on n'est pas satisfait. On se plaint et on convoite ce qu'on n'a pas, on devient vaniteux et on se déteste, on reproche à notre corps de nous soumettre aux besoins et à la satisfaction. On se plaint de n'être que phénomène, un spectre, un fantôme qui se balade pour toujours, qui n'a jamais en fait fini et ne pourra jamais finir ce qu'il est censé faire. Pour citer Lévinas, tel un bas prolétariat qui ne convoiterait que le confort de l'intérieur bourgeois et ses horizons de cuistre, la totalité du contentement accuse sa propre phénoménalité quand survient une extériorité qui ne le glisse pas dans le vide de besoins flattés ou contrariés. Donc la phénoménalité donne cette impression qu'on a un vide à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas de substance et donc qu'on est en perpétuelle dégradation. La souffrance du besoin devient une privation et par conséquent notre intériorité devient synonyme d'insuffisance éternelle. On est condamné à vivre dans l'insuffisance. Là, on sent que notre intériorité est rompue. L'extériorité qui se glisse dans le vide des besoins, l'extériorité qui ne devient pas nourriture, est incommensurable, d'où la souffrance éternelle du besoin. Et comme elle est éternelle, rien ne semble lui indiquer une limite. Donc on ignore quand la fin va cesser, et au bout d'un moment, l'insuffisance va se convertir en indifférence. Le besoin n'est plus une motivation pour la signification, ni une souffrance. On ne ressent plus le besoin parce qu'on ne ressent plus rien, on se laisse mourir.
l'intériorité est rompue et rien dans l'horizon, rien dans l'avenir ne nous montre avec quoi résoudre cette rupture intérieure. Ou du moins, c'est comme ça qu'elle voit les choses si l'horizon s'arrête à la mort, quoi. Par contre, si cette extériorité qui ne se glisse pas dans le vide des besoins, c'est le désir, alors les choses sont différentes. Le mécontentement est problématique parce qu'il veut être satisfait. Il se lamente de son insuffisance parce que ce qu'il veut, c'est sa satisfaction. Il est donc retourné vers lui-même et c'est ça la source de son malheur. Alors que si on prend cette extériorité comme signifiant autrui, le passage sur le mécontentement et le contentement prend un autre sens. Si l'extériorité est un vide qu'on ne peut pas combler, non pas parce qu'elle est éternellement insuffisante, mais parce que le vide en fait est éternellement insuffisant, mais parce que précisément on est suffisant, on est déjà complet et que cette extériorité c'est en fait le surplus, c'est autrui, alors l'insatisfaction devient désir. L'impossible satisfaction n'est plus une rupture de l'intériorité, mais rupture de la totalité. Ce qui signifie que l'intériorité, elle va bien, à un tel point que lorsqu'on a dit que l'extériorité révèle une insuffisance sans satisfaction, le sans satisfaction signifie qu'elle ne relève ni de la satisfaction ni de l'insatisfaction. Comme le moi est déjà satisfait puisqu'il conserve son intériorité, l'insuffisance qu'amène autrui n'est pas une insuffisance à combler. Ne pas chercher sa satisfaction, c'est pas de l'indifférence comme avec le cas de la mort. Dans le mécontentement, originellement, il y avait de l'espoir, un espoir que le mécontentement arrivera à un terme, qu'on serait de nouveau satisfait. Si on renonce à cet espoir, on devient indifférent. Mais avec autrui, on n'a jamais espéré. L'extériorité étrangère au besoin révélerait donc une insuffisance, pleine de cette insuffisance même, et non pas d'espoir, une distance plus précieuse que la taction, une non-possession plus précieuse que la possession, une faim qui se nourrit non pas de pain, mais de faim même. Et donc c'est ça le désir en fait, il s'agit de se nourrir de la faim même. Donc le désir n'est pas un besoin. Donc, première distinction, et en plus, son insatisfaction n'est pas, comme dans le cas du besoin, une insatisfaction à combler. On ne satisfait jamais le désir parce qu'on n'a pas à le satisfaire. D'ailleurs, il se place au-delà de la satisfaction et de l'insatisfaction. Aller vers autrui n'est donc pas quelque chose à convoiter. Il n'y a aucune volupté dans le désir d'autrui, aucun but, aucun intérêt. Aucune volupté, donc, ne saurait couronner ce désir, le clore ou l'endormir. Il est fait pour être toujours insatisfait. Mais comme il n'est lié à aucun espoir, à aucun intérêt, il n'est pas une souffrance ou une violence. Et donc, puisqu'il est au-delà de tout intérêt, normalement, il ne serait pas possible. Mais on a déjà vu comment ce désir est possible chez l'homme. C'est autrui qui l'installe en l'homme par l'idée de l'infini. Ça, on l'a déjà expliqué en fait dans la première section. L'idée de l'infini implantée dans l'esprit de l'homme par autrui lui permet de vivre cette relation, et c'est grâce à elle qu'il fait tout ce qu'on a décrit jusqu'ici. Qu'il se retire de l'élément, qu'il vit dans une maison et qu'il travaille, qu'il constitue et puis se représente le monde, tout ça en fait se fait à partir de l'idée de l'infini. Le plus important, c'est que c'est grâce à cette relation-là qu'il peut être dans la vérité. La vérité éthique déjà, qui est la base, mais aussi, c'est cette relation qui va permettre les vérités ontologiques aussi. Toute la philosophie qui consiste à trouver la distinction entre l'être et l'étant, entre le phénomène et le noumen, et même le statut ontologique de l'homme comme être complet et plein, n'est possible que parce qu'au début, il y avait autrui. À cause d'elle, à cause de la présence devant le visage d'autrui, l'homme ne se laisse pas tromper par son glorieux triomphe de vivant et distinct de l'animal, peut connaître la différence entre l'être et le phénomène, reconnaître sa phénoménalité, le défaut de sa plénitude, défaut inconvertible en besoin et qui, au-delà de la plénitude et du vide, ne saurait se combler. Alors, avant de terminer cette deuxième section, il faut encore qu'on clarifie certaines choses. Lorsqu'autrui se manifeste et met en question notre liberté, il ne faut pas comprendre ça comme une limitation de la liberté et par conséquent une limitation de l'intériorité. Autrui n'est pas une limite à l'intériorité comme deux objets qui se touchent font la limite de l'un et l'autre. Le crayon, par exemple, je sais pas, tu prends ce crayon, est limité
par un autre, hein, par celui-là par exemple, certes, donc ce crayon ne va pas s'étendre au point de dévorer l'espace de cet autre crayon, les objets en fait fonctionnent comme ça, ils se limitent les uns les autres, mais avec l'intériorité c'est autrement. Si on comprend la remise en question comme une limite du même style qu'avec objet A empêche un autre objet B de prendre de la place ou de l'espace de A, alors l'intériorité serait placée dans une totalité. Si A ne déborde pas les limites, c'est parce que lui et B occupent une place dans un système, donc dans une totalité. Donc, la limite qu'annonce autrui, c'est plus, c'est pas en fait comprendre tes limites et reste à ta place. Vivre dans la totalité en fait n'est pas de l'humilité ou de la remise en question de la liberté ou une reconnaissance de la défaillance de la souveraineté de l'être séparé. Genre en fait t'as cru que ta souveraineté était absolue, t'es qui pour croire que tu peux sortir de la totalité, hein, de la tyrannie de l'être. Non, en fait si on raisonne comme ça, on n'a rien compris au désir. Le désir obéit à un ordre qui est au-delà de la totalité. Accueillir le visage d'autrui, c'est déjà sortir de la totalité. Ça serait donc du coup du foutage de gueule que lorsqu'en fait lorsqu'on nous fait sortir de la totalité, autrui en fait va nous y réinsérer, quoi. Ça pour le coup, ça serait une violence effectivement. Donc il faut comprendre la remise en question différemment, non pas comme une insertion dans la totalité, ou plutôt une réinsertion dans la totalité, mais comme un enseignement. La contradiction entre l'intériorité libre et l'extériorité qui devrait la limiter se concilie dans l'homme ouvert à l'enseignement. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, l'enseignement n'est pas une violence, même si dans les sociétés modernes, on représente l'enseignant comme une espèce de tyran qui vient d'en haut et qui impose par la force, hein, parfois même physique, un ordre que l'élève aurait été capable de trouver tout seul. La pédagogie moderne repose sur cette croyance un peu socratique que l'élève peut connaître tout seul ce que l'enseignant peut lui enseigner. Alors ça, c'est vrai, hein, lorsqu'on parle de la connaissance ontologique, la connaissance sur le monde, sa constitution, mais le maître dont parle Lévinas a un enseignement qui est tout autre. L'enseignement est un discours où le maître peut apporter à l'élève ce que l'élève ne sait pas encore. Il n'opère pas la maïotique, mais continue la mise en moi de l'idée de l'infini. Donc maïotique, hein, pour rappel, c'est la pédagogie de Socrate, et quand il dit que l'élève ne sait pas encore, c'est pas genre là, maintenant il ne sait pas, mais si tu le laisses chercher, éventuellement il saura. Non, on parle d'un ne sait pas encore qui est absolu, c'est-à-dire il y a toujours quelque chose que l'élève ne sait pas encore parce qu'en fait c'est autrui qui est censé amener cette connaissance que l'élève n'a pas encore. D'ailleurs Socrate a déjà soupçonné ce problème, hein, il disait dans le Ménon, lorsqu'on ne sait pas quelque chose en réalité, il veut dire qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Il parle d'une ignorance relative, comme lorsque je dis « je ne sais pas la distance ». Il ne parle pas, pardon, d'une connaissance relative, comme lorsque je dis « je ne sais pas la distance entre la Terre et le Soleil ». Cette ignorance est relative parce qu'elle est ignorance par rapport à une connaissance donnée. Je sais qu'il y a la Terre, je sais qu'il y a le Soleil, qu'il y a une distance entre les deux. Avec ça seulement, je peux éventuellement deviner la distance. Avec le temps, j'y arriverai parce que voilà, j'ai déjà des pistes, je sais au moins où chercher. Si je peux savoir que je ne sais pas la distance, l'ignorance est relative et donc pas absolue. Elle a déjà une connaissance comme point de départ. Je sais qu'il y a déjà une distance, mais j'ignore juste la longueur de cette distance. Mais je sais qu'il y a une longueur et je sais qu'on peut mesurer la longueur, etc. Donc, j'ai les moyens de sortir de mon ignorance par moi-même. Parce que la distance, la Terre, le Soleil, etc., sont sur le même plan que moi. Ces objets sont des objets physiques qui se limitent les uns les autres, donc ils sont dans une totalité et donc peuvent être connus sans assistance. Rappelez-vous hein, de l'échelle de Descartes sur les réalités formelles, les choses sont représentables, je peux les saisir par la pensée et donc l'ignorance ici est juste accidentelle. Il n'y a pas d'obstacle nécessaire qui fait que je suis condamné à ne pas connaître ces choses par moi-même, c'était juste en fait les circonstances qui ont fait que je les ignorais. Donc sur le plan du monde, rien ne déborde, tout est limité physiquement, les objets se limitent, mais aussi, en tant que noème, ils ne débordent pas la noès qui va les cueillir. Ils sont limités même par rapport à la pensée. En d'autres termes, rien de nouveau ne peut se produire dans la totalité. Socrate disait que si je ne sais pas que je ne sais pas, il parle d'une ignorance absolue. Et il était obligé de faire face à un paradoxe. Si je ne sais pas que je ne sais pas, alors je ne saurais même pas où chercher ce que je ne sais pas. Pour Socrate, ça c'était une absurdité. Ceux qui ne savent
pas leur ignorance, en fait, ils se mentent à eux-mêmes. Et c'est vrai qu'ils ignorent leur ignorance, et c'est vrai en fait qu'ils... si c'est vrai en fait qu'ils ignorent leur ignorance, ils ne pourront jamais sortir de l'ignorance. S'il y a un monde qui existe, mais j'ignore cette existence, et j'ignore que j'ignore cette existence, je ne pourrai jamais interagir avec ce monde. Donc ça signifie pour Socrate que la vérité doit déjà exister en nous, puisque nous partons toujours d'une connaissance. Il faut qu'il y ait une connaissance qui soit fondamentale, quelque chose qui me soit implanté. Pour Socrate, c'est la connaissance de l'ignorance. La maïotique sert d'abord à ça, accoucher de cette connaissance fondamentale. Mais Socrate n'explique pas d'où lui provient cette connaissance de l'ignorance. Toutes les connaissances ont été à un moment une ignorance. Si la distance entre le Soleil et la Terre est inconnue maintenant, il y avait aussi une époque où le Soleil et la Terre étaient plutôt connus. Si la distance entre le Soleil et la Terre est connue maintenant, il y avait aussi une époque où le Soleil et la Terre étaient aussi inconnus, et ainsi de suite. On voit en fait la régression à l'infini qui arrive, hein, et Socrate ne l'arrête qu'avec la supposition qu'il doit y avoir une connaissance fondamentale, c'est-à-dire que la connaissance de l'ignorance qui est auto-justifiée, qui n'a jamais été une ignorance. Mais Socrate postule ça seulement parce qu'il ne veut pas tomber dans l'ignorance de l'ignorance, parce que si cet état existe, alors le seul moyen d'en sortir, c'est si une connaissance me vient d'ailleurs. Je ne peux pas à moi tout seul sortir de l'ignorance absolue. Il faut qu'un être sur un plan supérieur et un plan absolu m'en sorte. Ceci semble avoir des implications que Socrate ne veut pas accepter apparemment, et donc il a préféré rester dans la totalité, dans la relation Noès-Noëm, dans la relation où il n'y a pas de débordement. Si la théorie de Lévinas est vraie, alors la connaissance fondamentale impliquerait un débordement. Elle implique une connaissance qui m'est venue d'un être supérieur, et que donc je connais un être qui m'est supérieur. Je connais un être qui déborde mon plan, donc je contiendrai une connaissance, une idée de quelque chose qui déborde, non pas juste mon plan à moi d'humain, mais aussi tous les plans possibles. Cette idée, c'est l'idée de l'infini. Le maître, ce qu'il enseigne, c'est déjà qu'il y a un infini, qu'il y a un plan qui déborde. Le fait d'avoir l'idée de l'infini en nous suppose qu'autrui existe et que c'est lui qui l'a foutu là-dedans. Un homme ne peut jamais contenir par l'action de son propre intellect une idée qui déborde ses limites à lui. C'est pour ça que l'idée de l'infini est toujours ce que l'élève ne sait pas encore et ne peut être apportée que par le discours du maître, que par son enseignement. L'idée de l'infini implique une âme capable de contenir plus qu'elle ne peut tirer de soi. Elle dessine un être intérieur capable de relation avec l'extérieur et qui ne prend pas son intérieur pour la totalité de l'être. Tout ce travail ne cherche qu'à présenter le spirituel selon cet ordre cartésien antérieur à l'ordre socratique. Donc c'est important de noter que Lévinas ne rejette pas l'ordre socratique, mais lui reproche seulement de ne pas admettre l'ordre cartésien qui le précède. C'est-à-dire que si vous faites de la maïotique, vous avez déjà supposé l'ordre cartésien. Le dialogue socratique, comme Socrate le précise, c'est un dialogue qui se veut logique, sans rhétorique, sans flatterie ni séduction. Bref, c'est un dialogue sans manipulation, et donc c'est un dialogue éthique. Mais un discours éthique sans rhétorique n'est pas un dialogue, mais un enseignement, puisque, comme on a vu, l'éthique ne vient que de l'enseignement d'autrui. Le dialogue socratique, quant à lui, suppose des êtres déjà décidés au discours, et qui ont déjà accepté les règles de l'éthique, c'est-à-dire qu'ils ont accepté la morale. D'ailleurs, dans le Théétète, Socrate disait que seuls ceux qui ont accepté la maïotique peuvent faire de la maïotique. Pour que le dialogue de Socrate ne soit pas rhétorique, qu'il ne manipule pas, et donc qu'il ne soit pas violence sur une intériorité, il faut déjà avoir de l'éthique. Et qu'est-ce que Socrate reprochait aux sophistes, dans le Gorgias par exemple? C'était qu'ils veulent enseigner l'éthique alors qu'eux-mêmes ne la connaissent pas. Les sophistes, c'était des tuteurs qui disaient aux riches qu'ils peuvent éduquer leurs enfants, leur apprendre la vertu en échange d'une grosse somme. Mais Socrate disait sur eux qu'ils enseignent ce qu'ils ne connaissent pas, et donc c'est de la manipulation. Il n'y a rien de moral dans l'enseignement d'un sophiste, parce que c'est là qu'on voit la violence qui s'exerce sur l'élève. Or, le maïoticien ou le dialecticien, le Socrate, suppose déjà qu'il y a une relation de maître à élève qui n'implique pas la manipulation. Seuls ceux qui ont refusé la rhétorique peuvent dialoguer socratement parce que leur intériorité n'est pas menacée avec Socrate. Donc, pour faire de la maïotique, il faut déjà avoir accueilli autrui.
Si Socrate se lance dans un discours logique sans d'abord supposer la relation avec autrui, alors on tombe dans la totalisation. La logique neutraliserait immédiatement l'intériorité et la collerait à une totalité, pardon. Elle romprait la séparation. Mais dans ce cas, on a un souci. Tout à l'heure, on a dit que le sophiste se ment à lui-même s'il ne sait pas son ignorance, puisque la connaissance fondamentale, c'est la connaissance de son ignorance. Il n'y a pas de gens qui ne savent pas qu'ils sont ignorants, en fait. Mais si c'est le cas, alors la séparation n'est pas absolue. S'il n'y a pas de gens qui ignorent leur ignorance, alors il n'y a pas la possibilité de refuser autrui. On ne peut pas contester la séparation. Ceux qui le font en connaissance de cause dans ce cas. Et s'ils sont sincères, alors ils sont victimes d'une illusion ou d'une erreur, mais pas de l'ignorance de l'ignorance. Cette erreur est une ignorance, mais pas l'ignorance de l'ignorance. Le refus serait donc ici juste illusoire et provisoire. Au bout d'un moment, en fait, ils accepteront autrui parce que ils sont destinés à l'accepter. C'est dans leur nature de l'accepter. Après la mort, ils renaîtront encore et encore jusqu'à ce qu'ils accomplissent leur nature. Socrate croyait à la métempsychose, c'est-à-dire la réincarnation. Donc on ne refuse pas réellement autrui, mais alors si la réalité nous impose son acceptation, la séparation n'est pas absolue. Pour que la séparation soit absolue et que la jouissance dans l'intériorité soit consistante, il faut une possibilité de l'ignorance de l'ignorance, une possibilité de refuser réellement la séparation. Et dans les termes de Lévinas, l'ignorance de l'ignorance, c'est l'ignorance de la phénoménalité de l'homme. L'homme de la jouissance qui se tient dans l'intériorité, qui assure sa séparation, peut ignorer sa phénoménalité. Cette possibilité de l'ignorance n'indique pas un degré inférieur de conscience, mais le prix même de la séparation. Alors, pour l'expliquer simplement, on va un peu plus loin, on saute vite fait au paragraphe suivant parce que Lévinas nous redonne sa définition de la phénoménalité. Il dit « Nous avons dit que ce moment où l'être séparé se découvre sans s'exprimer où il apparaît, mais s'absente de son apparition, correspond assez exactement au sens du phénomène. Le phénomène, c'est l'être qui apparaît, mais demeure absent. Pas apparence, mais réalité qui manque de réalité, encore infiniment éloignée de son être. » Donc ça, on l'a déjà vu. Le phénomène, c'est la chose pour soi, comment elle apparaît. Or, on a vu que cette apparition se distingue de la chose qui apparaît. La chose qui apparaît s'absente, se retire de l'apparition. Quand je vois cet objet, ce téléphone, je ne vois qu'une image, je ne vois qu'une trace. L'objet en question, la chose en soi, n'est plus ici, elle est absente. Donc, le phénomène est une réalité. Il ne faut pas oublier ça. C'est une réalité, donc ce n'est pas une illusion, mais une réalité qui est infiniment éloignée de son être. La phénoménalité de l'homme, c'est qu'il est une apparition réelle, mais qui est infiniment éloignée de son être. On a dit ça en référence au travail et la possession. L'homme apparaît par ses œuvres, ses actions et ce qu'il produit, mais l'œuvre n'est pas l'expression de son intériorité. L'essence ou l'être de l'homme, c'est l'intériorité, mais comme elle est absente du phénomène, l'œuvre alors, on peut dire que l'œuvre est infiniment éloignée de l'intériorité. Maintenant, revenons au paragraphe d'où on a lu le truc avec le prix de la séparation. Si le phénomène est infiniment loin de son être, mais qu'il est une réalité, qui manque de réalité certes, mais réalité quand même, la phénoménalité de l'homme, c'est le fait qu'il est essentiellement phénomène. Il n'est pas une substance, ou du moins son intériorité n'est pas une substance, mais comme on a vu, le phénomène, c'est ce qui est ambigu et instable, à la fois dehors et dedans. Le phénomène est complet, selon Lévinas, mais il est dans une relation avec autrui, et cette relation est aussi sa séparation. Complet, séparé, mais en relation avec ce qui le conditionne sans le conditionner. Mais cette phénoménalité suppose la relation avec autrui. Comme la séparation, c'est le refus de participer à l'être, de participer à l'histoire, etc., et elle est déduite de l'idée de l'infini, alors la séparation est aussi une relation avec ce qui est au-dessus de la séparation. La séparation entre le moi et son plan inférieur, et autrui et son plan supérieur, est aussi une relation du moi et d'autrui. Donc elle est en même temps une transcendance, puisque l'abîme de la séparation est incomblable. L'abîme entre moi et autrui ne peut pas être couvert, ça on est d'accord. La séparation est donc absolue, et moi être séparé, je suis ici-bas. Mais comme la séparation est aussi relation avec ce qui est là en haut, la séparation est une relation qui se joue au-delà
de la séparation. La séparation, donc, se transcende. Donc, s'il ignore sa phénoménalité, alors l'homme ignore la relation avec autrui et la séparation. Il ignore les deux. Mais cette ignorance doit être possible. Si le moi est vraiment indépendant d'autrui, comme l'atteste la séparation, alors il faut vraiment réellement qu'il soit capable d'ignorer autrui. Donc ceux qui ne s'ouvrent pas à la maïeutique, ils ne sont pas dans l'illusion. Le refus est réel et il n'est pas, comme Lévinas écrit, un degré inférieur de conscience. C'est une possibilité qu'il faut avoir, qui est nécessaire à la question. Oui, c'est une contradiction logique. La logique formelle ne permet pas qu'on dise que l'être séparé est en relation et qu'en plus la séparation a la possibilité de rejeter la séparation. Le rejet absolu est impossible en logique parce qu'en logique, le réel, c'est l'union. Les choses qui s'opposent ou qui se rejettent ne se rejettent qu'en surface. La logique peut accepter qu'un être séparé est aussi en relation à condition que la relation est réelle, mais la séparation ne l'est pas, ou qu'elle lui est subordonnée, ou que les deux sont réels, mais elles sont des notions subordonnées à une autre qui est supérieure et qui les unit. Concrètement, la logique formelle dirait soit on rejette absolument autrui, et là on est séparé, on jouit et on est dans l'économie, soit on rejette absolument la séparation et on est avec autrui. Et s'il faut faire avec les deux, alors les deux oppositions, relation, séparation, communauté, souveraineté, accepter autrui, rejeter autrui, doivent être dans une relation dialectique. L'un doit être le pendant de l'autre, ou l'envers de l'autre. Et ainsi, par l'opposition des deux, les deux termes seront réunis, mettant donc l'accent sur l'union et non pas la séparation. Mais la logique fonctionne certes pour des relations objectivantes, pour des relations d'objets dans le monde. Elle ne fonctionne pas pour la relation avec autrui. La relation entre moi et autrui n'a pas de structure que la logique formelle retrouve dans toutes les relations. Les termes en demeurent absolus malgré la relation où ils se trouvent. Ce que ceci veut dire, c'est que ce n'est pas juste au terme moi et autrui que la relation métaphysique s'applique, mais aussi à la séparation et la relation. C'est aussi deux termes qui, malgré leur relation qu'on a expliquée, restent absolus. Ils restent séparés. Il n'y a donc pas de système qui peut les réunir, aucun qui subordonnerait les deux termes à une harmonie ou à une notion absolue, parce qu'il n'y en a pas comme le veut la logique formelle. Il n'y a pas qu'un seul autre d'ailleurs, mais plusieurs. Il y a d'ailleurs plusieurs absolus. Séparation et relation sont deux absolus. Moi et autrui sont deux absolus. Ils sont donc au-delà de toute notion d'union ou d'égalité, ou même d'inégalité, puisque même la supériorité d'autrui n'implique aucune violence. Donc rien ne peut les unir, et donc aucune ne peut prendre le dessus sur l'autre. Et ce n'est que dans la relation avec autrui que la logique rencontre une telle impasse, une telle limite. Elle peut tout résoudre, sauf ça. Et donc, comme la séparation est absolue, au même titre que la relation, elle doit pouvoir aller jusqu'au bout de son indépendance, jusqu'à ce que ne plus penser à l'infini, à oublier l'idée de l'infini. Un oubli réel aussi, et pas comme l'oubli chez Socrate. Socrate disait que l'ignorance est en fait un oubli. On avait la vérité en nous, et on l'a toujours, mais on l'a oublié. Dans la conception socratique, l'oubli est comme un voile qui cache ce qu'il y a encore là. Il n'est pas un effacement de la vérité elle est toujours là, il suffit de s'en rappeler avec la maïeutique. Chez Lévinas, par contre, l'oubli peut aller jusqu'à l'effacement de l'idée de l'infini. Or, comme il dit, l'oubli de la transcendance ne se produit pas comme accident dans un être séparé, la possibilité de cet oubli est nécessaire à la séparation. Et donc ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire déjà que ça y est, on est foutu et qu'on ne peut plus s'extérioriser, ou alors c'est le drame. La relation avec autrui est toujours possible, mais ça ne signifie pas que la relation prend le dessus sur la séparation, que finalement l'oubli de la transcendance était toujours surmontable et donc il est illusoire et ce qu'il y a à la base c'est la relation. Non, comme on a dit, l'oubli de la transcendance est le mode de l'état de l'ignorance de la phénoménalité qui est nécessaire à la séparation parce que c'est dans ce genre d'état qu'autrui peut intervenir, peut introduire son idée, l'idée de l'infini. Seul un être avec une possibilité en fait d'oublier la transcendance, d'oublier l'idée de l'infini, peut la recevoir. Parce que lorsqu'on la reçoit, comme il a été poussé jusqu'au dernier retranchement de l'athéisme, il demeure complet lorsqu'il la reçoit. Ceux qui refusent la maïeutique sont dans l'état parfait, en fait, pour recevoir la condition de la maïeutique, c'est-à-dire l'idée de l'infini. Donc, il faut vraiment une ignorance de l'ignorance pour que la prémisse de la relation soit possible.
pour qu'elle soit vraiment le fait d'un être séparé, libre et indépendant. L'être en question, dans l'oubli, s'enferme dans l'économie et le travail, ce qui, rappelons-le encore, est le lieu d'accueil d'autrui et de la mise en commun du monde. Et même si autrui sort le moi du plan de la maison et du travail par la transcendance, en l'amenant donc dans la relation, le moi reste quand même séparé. Il reste libre toujours avec la possibilité d'oublier autrui. La distance et l'intériorité restent entières dans la reprise de la relation et lorsque l'âme s'ouvre dans la merveille de l'enseignement, la transitivité de l'enseignement n'est ni moins ni plus authentique que la liberté du maître et de l'élève, même si par là, l'être séparé sort du plan de l'économie et du travail. Donc là, qu'est-ce qu'on en tire ? Oublier la transcendance, c'est ignorer la phénoménalité. Mais ignorer sa phénoménalité, c'est en fait vivre au maximum sa phénoménalité. C'est être athée et égoïste au maximum. Si on ignore sa phénoménalité, on a vu, c'est qu'on ignore complètement autrui. Donc on ne vit que pour soi. Alors qu'admettre sa phénoménalité, reconnaître que l'œuvre ne s'exprime pas en fait, ne m'exprime pas en fait, mais voilà, elle conduirait à reconnaître l'existence d'autrui. Autrui me fait sortir du plan de l'œuvre, celle de l'économie et du travail, donc c'est lui qui m'amène à l'expression. Dans l'œuvre, dans le phénomène, je ne sais pas que je suis phénomène. Donc ignorer le phénomène, c'est vivre à fond le phénomène. Commettre l'erreur de croire que mon être et mon être coïncident, c'est aussi une attestation de la séparation. Donc cette erreur, c'est pas une illusion, elle est une condition pour qu'il y ait séparation. Pour que la relation avec autrui soit possible, il faut le risque de la perdre. Il faut en fait le risque que l'homme croit qu'il n'est pas phénoménalité pour être phénoménalité, pour être le seul être qui accueille autrui. Donc il faut qu'il croie qu'il est son travail. Mais comme on l'a dit, autrui sort le moi de l'œuvre, il le sort parce que dans l'œuvre, l'intériorité ne s'exprime pas. L'intériorité, ce n'est pas l'intention. L'intention, on peut la déduire de l'œuvre, mais du coup, on a jugé par coutumance la personne ici. Juger quelqu'un par contumance, non, pardon, par contumace, pardon, je dis par coutumance, contumace. Ça, je commence à fatiguer. Juger quelqu'un par contumace signifie le juger sans qu'il soit présent, sans qu'il peut plaider. Puisque l'œuvre est le phénomène, elle est la trace de son auteur. Si on juge l'auteur par son œuvre, on le juge par sa trace. Mais lui, il n'est pas là pour plaidoyer. On a pénétré dans son intérieur, mais en son absence. On l'a compris comme un homme préhistorique qui a laissé des haches et des dessins, mais pas de paroles. En gros, on parle à sa place. Et donc, l'auteur ne porte pas secours à son œuvre. On retrouve d'ailleurs la raison pour laquelle Socrate n'aime pas l'écriture. Et on en a déjà parlé. Un discours écrit n'appartient plus à son auteur, alors que la parole appartient à son auteur. Aujourd'hui, par exemple, Lévinas ne peut plus porter secours à son livre, Totalité et Infini. C'est nous, lecteurs, qui parlons de son discours à sa place. Chacun va interpréter Lévinas comme il peut. À sa manière, Lévinas ne devient que des symboles à la portée de tous, mais symboles qui ne parlent pas. Donc on fait des jugements par contumace. Donc là, le livre, c'est Lévinas, mais comme phénomène. Pour que Lévinas s'exprime, il faut le faire sortir du phénomène, l'amener, le rendre présent pour que ce soit lui qui parle. C'est ce que fait autrui, d'ailleurs. Lorsqu'autrui se manifeste, lorsqu'il nous parle, l'interlocuteur est amené à assister à sa propre révélation, la révélation de l'interlocuteur, comme autrui. Autrui, c'est ça, c'est celui qui parle, qui vient à son propre secours, qui assiste sa révélation et qui fait en sorte que le moi fasse de même, que le moi vole à son propre secours. Tout se passe comme si la parole, cette parole qui ment et dissimule, était absolument indispensable au procès, pour éclairer les pièces d'un dossier et les pièces à conviction, comme si la parole seule pouvait assister les juges et rendre présent l'accusé. Comme si, par la parole seulement, les multiples possibilités concurrentes du symbole, qui symbolise dans le silence et dans le crépuscule, pouvaient être départagées et donner naissance à la vérité. Ainsi, on arrive à l'essence de la société. Une société est un ensemble d'individus où chacun veille à ce que la parole de l'autre est entendue. C'est lorsque personne ne s'engage à juger son prochain derrière son dos, on va dire, tout en l'empêchant de s'exprimer, de plaidoyer, de voler à son propre secours. L'expression de l'intériorité, c'est en fait le droit de se justifier par la parole. Parole qui ment et qui dissimule, bien sûr, parce que c'est le risque à prendre. Si la parole ne dit que ce qui est vrai automatiquement, alors il n'y a plus d'expression, car il n'y a plus d'intériorité. Il faut que la parole
dissimule même si elle dit vrai, parce que l'intériorité est par essence ce qui est dissimulé. La parole apporte juste le droit de chacun à plaider et à se justifier, c'est-à-dire qu'il a le droit à son jardin secret. C'est ça, en fait, la société. Et c'est d'ailleurs ça, la vérité. La vérité n'est pas une proposition chez Lévinas, mais c'est le fait de vivre en société. Le fait que tout le monde participe au déchiffrement, pas l'interprétation des symboles. Mais cette participation n'est possible que s'il y a le jardin secret de chacun. Et ce qui s'exprime sans trahir son secret, ce qui est présent sans se dévoiler, c'est la parole. Ainsi on peut dire, l'être est un monde où l'on parle et dont on parle, la société est la présence de l'être. Donc la société est la présence du monde où l'on parle et dont on parle. On parle à la fois du monde, parce que, comme on a vu avec la parole, le monde est mis en commun, et on parle dans ce monde, donc on s'exprime, on est présent, mais tout en préservant notre maison, notre intériorité dans laquelle on peut se retirer. Donc pour faire de l'ontologie, il faut que le monde soit mis en commun, il soit partagé. Donc toute ontologie, toute étude de l'être repose sur la parole, ce qui repose sur la relation avec autrui. On ne parle du monde que s'il y a entente entre les hommes, donc déchiffrement des symboles, donc s'il y a société. Mais comme là, on fait de l'ontologie, il faut préciser c'est quoi exactement. Est-ce qu'on fait du dévoilement ? On en a déjà parlé, de la différence entre dévoilement et révélation. Dans l'ontologie classique, qui va jusqu'à Heidegger, l'être se dévoile, alors que chez Lévinas, il se révèle. Puisque l'être parle, donc l'être ne se dévoile pas. Et c'est là où on précise aussi que l'être chez Lévinas ne se cache pas. Il n'est pas vraiment absent. Il n'est absent que dans le phénomène, mais comme on a vu que le phénomène implique la parole, et dans la parole, l'être est présent, et il se présente. Mais c'est lui qui se présente, c'est pas toi qui vas le chercher. L'être caché suppose qu'il faut aller le chercher, mais chercher l'être, c'est comme l'ignorance de l'ignorance, on ne saurait même pas où le chercher. Donc le dévoilement serait une impasse. Si on prend la vérité comme dévoilement de l'être, dévoilement de la chose en soi, alors selon Lévinas, poser la chose en soi comme cachée reviendrait à supposer qu'elle est au phénomène ce que le phénomène est à l'apparence. La vérité du dévoilement est tout au plus la vérité du phénomène caché sous les apparences. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'on voit à la surface, les apparences, voilent la vérité du phénomène. Le phénomène, dans sa vérité, comme chose en soi, est caché derrière les apparences. Donc là aussi, la chose en soi doit être encore plus cachée. On tombe dans une régression à l'infini, puisque la chose en soi deviendrait elle aussi un phénomène, puisque si on la dévoile, on va la voir et donc ça va devenir un phénomène. Il y aurait en fait juste des phénomènes qui cachent des phénomènes et ainsi de suite. Et la raison pour laquelle on se retrouve dans ce pétrin, c'est parce qu'on prend comme Heidegger la vérité comme un dévoilement, qu'il faut aller chercher. Mais plus on la cherche, plus elle s'évade. Plus on envahit la maison de l'être, plus celui-ci s'absente. On fait donc du surplace, on tourne en rond. Et on parle dans le vide, puisque celui dont on parle, c'est-à-dire l'être, ne parle pas. Plutôt, il ne parle pas parce qu'on ne le laisse pas parler, en fait. Donc, il reste qu'une option, celle de la vérité comme révélation. La vérité de la chose en soi ne se dévoile pas, la chose en soi s'exprime. S'exprimer, ce n'est pas écarter le voile du phénomène. Ce n'est pas ce n'est pas un renversement du dévoilement. Dans un cas, c'est nous qui voulons lever le voile, et donc ça fait peur à l'être qui remet une couche à chaque fois qu'une se lève. Dans l'autre, ce serait en fait l'être lui-même qui enlève ses voiles. C'est pas ça la révélation. Se révéler, ce n'est pas enlever soi-même les voiles. C'est pas un dévoilement qui se fait par la chose en soi, par la chose voilée. Ça, c'est de l'ontologie à la Heidegger pour qui l'être se dévoile lui-même sans jamais être forcé à retirer son voile. Dans les deux cas, l'expression ne serait pas l'arrivée d'une altérité dans le monde, mais d'un truc ancien qu'on voit pour la première fois. Or, l'arrivée de l'être, c'est l'arrivée d'autrui, c'est l'arrivée de la différence, c'est l'arrivée du nouveau, de l'altérité absolue, pas d'une connaissance ancestrale qui a toujours été là, mais jusqu'ici jamais connue. Donc cette nouveauté, le surplus qui ne figurait pas dans le monde avant, parce que s'il figurait, il correspondrait à un intérêt du moi, donc cette nouveauté, comme elle est nouveauté, mais vraiment nouveauté absolue, elle ne peut être qu'enseignement. Et s'il y a quelque chose qui peut être qu'enseigné, qui ne peut venir que d'ailleurs, que du sommet de la montagne, c'est l'éthique.
d'accord? C'est ce qu'autrui amène, c'est la morale, les 10 commandements, genre c'est ça en fait l'inspiration ici, hein? C'est Dieu qui te donne l'éthique. C'est l'éthique qui ne figure pas dans le monde et qu'il faut aller en fait, pour la trouver, il faut aller tout en haut de la montagne et la recevoir de Dieu. Voilà, donc elle ne figure pas dans le monde et comme c'est elle l'être, hein, c'est comme c'est elle en fait l'essence, elle ne peut pas être dévoilée parce qu'elle est toujours nouvelle. Nouvelle ne veut pas dire postérieure au monde dans un sens temporel, hein. Genre ce qui est nouveau vient après le vieux, donc l'éthique vient après le monde. Elle est toujours en fait, elle est toujours postérieure bien sûr, hein, puisqu'on l'introduit, mais elle est antérieure dans le sens que c'est elle qui est la base de tout. L'éthique, c'est la base. Pour qu'il y ait un monde où on peut parler et en parler, il faut un monde de relations, donc société. Et ainsi, l'essence de ce monde-là, son être, c'est l'entrée en relation. Toute entrée en relation est de base éthique. Si la relation viole l'éthique, c'est qu'elle est centrée sur juste un des 2 termes de la relation, et donc il n'y a pas de relation finalement. La relation suppose donc que les 2 termes sont indépendants. Or, s'il n'y a qu'un seul des 2 qui est indépendant et l'autre dépendant, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas d'indépendance non plus, d'ailleurs. L'éthique se base sur l'expression. Il faut que chaque terme de la relation soit en mesure de se présenter, c'est-à-dire voler à son propre secours, parler pour lui-même, être présent, mais sans se dévoiler. On peut comprendre encore d'une autre façon la différence entre révélation et dévoilement. Lévinas y dit « L'expression ne manifeste pas davantage la présence de l'être en remontant du signe au signifié, elle présente le signifiant. Le signifiant, celui qui donne signe, n'est pas signifié. Il faut déjà avoir été en société de signifiants pour que l'être puisse apparaître comme signe. Le signifiant doit donc se présenter avant tout signe par lui-même, présenter un visage. » Alors, ça veut dire quoi? Bon, si l'expression manifeste la présence de l'être en remontant du signe au signifié, là c'est du dévoilement. L'expression, c'est une remontée ici. On trouve derrière le signe qu'il y a un signifié. Or, ce n'est pas comme ça que ça marche. L'expression ne manifeste la présence... ne manifeste pas la présence d'un signifié, mais la présence d'un signifiant, qui n'est pas le signe chez Lévinas. Dans la linguistique de Saussure, le signe est composé d'un signifiant et d'un signifié. Le signe arbre a une structure signifiant qui est le mot arbre, et ce mot signifie l'objet arbre, et donc l'objet c'est le signifié. Or Lévinas nous dit que le signifiant, c'est en fait celui qui donne le signe. En fait, le signifiant, c'est l'homme. C'est l'homme qui signifie le monde, qui pose les signes. Donc l'expression, c'est la présentation du signifiant. Et ce signifiant, c'est pas un signifié, ce n'est pas un objet. Il n'y a pas de signes en fait qui peuvent signifier le signifiant. Donc l'être n'est pas un signifié qu'il faut en fait trouver sous des signes. Il est plutôt ce qui donne les signes à des signifiés. Il est signifiant. Mais un signifiant ne peut pas exister s'il est tout seul parce qu'un signe est fait pour être communiqué. Donc tout signifiant, tout ce qui donne des signes, doit avoir un interlocuteur, quelqu'un à qui donner le signe. Donc il faut être en société pour pouvoir s'exprimer. Il faut être en relation avec d'autres personnes, il faut être en société de signifiants pour qu'il y ait des signes. Donc le signifiant précède les signes, mais c'est parce qu'il les précède qu'il est toujours nouveau, qu'il est toujours altérité et différence, il est toujours intériorité. Et comment se manifeste celui qui n'est jamais signifié, qui ne peut se manifester, qui ne peut pas en fait se manifester par des signes? La seule chose qui ne peut pas recevoir de signes sur sa gueule, justement, c'est la gueule, c'est le visage. L'expression, c'est la manifestation du visage. Et comment se manifeste le visage? Par la parole. La parole manifeste le visage parce qu'elle manifeste le signifiant. On assiste à la naissance, en fait, d'un signe nouveau. On voit naître une altérité dans un monde déjà familier. À chaque fois qu'autrui parle, tous les signes qu'il amène, ils sont nouveaux, même si c'est les mêmes mots qu'on a entendus avant. Le signifiant qui est antérieur au signe, qui est altérité, se produit en même temps qu'il parle, en même temps qu'il signifie, et uniquement là. Donc même si on veut remonter au signe vers le signifiant au lieu du signifié, si on veut faire en fait la même remontée mais dans le sens inverse, c'est pas possible non plus.
La parole, dans les mots de Lévinas, est en effet une manifestation hors pair. Elle n'accomplit pas le mouvement partant du signe pour aller au signifiant et au signifié. Elle déverrouille ce que tout signe ferme au moment même où il ouvre le passage qui mène au signifié en faisant assister le signifiant à cette manifestation du signifié. Et donc ça veut dire quoi? Le signifié, quand il se manifeste dans le signe, là on a un dévoilement. Or le signifié, c'est pas l'être. L'être, c'est le signifiant. Le signifiant, lui, est appelé par la manifestation du signifié à venir parler. Le signifiant assiste à la manifestation du signifié. Genre, c'est comme un pote qui t'appelle pour te dire « Viens vite, on parle de toi là, il faut que tu sois là pour parler aussi ». Et donc du coup, ta parole, c'est ton plaidoyer, c'est le dernier mot en fait. L'altérité, la nouveauté introduite, la naissance d'un signe nouveau, se fait dans ce sens-là. Elle est la présence du signifiant dans le déchiffrement. La parole est donc un surplus de langage. Citation, cette assistance mesure le surplus du langage parlé sur le langage écrit de redevenu signe. Le signe est un langage muet, un langage empêché. Le langage ne groupe pas les signes en système, mais déchiffre les symboles. Ah non, pardon, le langage ne groupe pas les symboles en système, mais déchiffre les symboles. Revenons vite fait à l'écriture pour comprendre. L'écriture fait que les signes sont là, ils sont figés et que maintenant toutes les interprétations peuvent se donner. Mais sans la présence de celui qui parle, on peut créer juste un système avec l'écriture, un système de symboles. Celui qui parle ajoute quelque chose en plus à l'écriture. L'écriture, c'est ça qui transforme le langage en signe et qui fait que maintenant, il appartient à tout le monde. Tout le monde peut parler de ce discours, l'interpréter comme ça leur chante, etc. Donc l'écriture, c'est un peu une totalité. C'est une saturation, c'est un épuisement du possible, comme l'histoire, le passé, l'être ontologique, etc. L'écriture nous dit, voilà, ce discours est fini, il est figé. À partir de là, on n'a que du signe qui envoie à un signifié, ou un signifiant, mais de la même manière qu'elle renvoie à un signifié. La parole, par contre, refait venir l'intériorité qui a donné ce discours lorsqu'il a été encore parole. Elle rajoute quelque chose en plus, qui ne peut pas être saisi par l'écriture, qui ne devient jamais démodé, qui ne pourra jamais être une pièce d'un puzzle, la clôture d'une totalité, quoi. Donc, c'est pour ça que le signe est un langage muet et empêché. Empêché dans le sens qu'il n'exprime pas, qu'il ne déchiffre pas, qu'il n'introduit pas d'altérité. Seule la parole le peut. Seule elle introduit autrui. Celui qui parle, dans le langage, n'est pas muet et jamais empêché, même si c'est pour dire des conneries. Encore une fois, ce n'est pas tant le contenu du discours qui en détermine la vérité, mais si le discours a été prononcé par un signifiant. L'essentiel, c'est cette distinction entre signes verbaux, paroles, qui sont des signes bien particuliers, parce que c'est les premiers, et tout autre signe. Mais comme tous les signes étaient avant des signes verbaux, ils peuvent servir comme langage aussi. Ils peuvent remplir la fonction de la parole, mais uniquement si autrui s'est déjà présenté, s'il a déjà parlé. D'un autre côté, il faut reconnaître la limite des signes verbaux. Comme dit Lévinas, par contre, la parole elle-même ne trouve pas toujours d'accueil qu'il convient de réserver à la parole, car elle comporte de la non-parole et peut exprimer comme expriment les ustensiles, les vêtements, les gestes. C'est-à-dire en fait que la parole peut devenir de la non-parole. Elle peut devenir une activité dans le sens d'un travail. On peut faire une œuvre par la parole, alors que la parole est censée nous sortir du domaine de l'œuvre. Donc la parole accueille autrui, mais elle peut aussi le refuser. Elle peut devenir une œuvre lorsqu'elle est un produit, lorsqu'elle dépend de l'articulation, du style, de l'embellissement, etc. Bref, lorsqu'elle devient rhétorique. La parole peut séduire, elle peut manipuler, elle peut aussi devenir un sujet d'étude, comme lorsqu'on donne un texte écrit à des graphologues. Elle n'est plus parole pure, quoi. Elle signifie de la même manière qu'un ustensile signifie. Elle sert un intérêt pragmatique, donc elle se coupe de la relation avec autrui et devient un instrument du moi. Donc la parole activité, comme la nomme Lévinas, est un retour sur soi. Elle ne s'adresse plus à un interlocuteur, elle n'est plus la franchise du face-à-face, mais un moyen d'exercer mon pouvoir, un moyen de posséder comme le marteau et de retirer, comme on a dit, l'homme de ce qui... on a dit en fait l'homme qui se retire de son œuvre. Voilà. Et elle peut me retirer comme l'homme qui se retire de son œuvre.
Citation, « Elle n'a pas la transparence totale du regard dirigé sur le regard, la franchise absolue du face-à-face qui se tend au fond de toute parole. De ma parole activité, je m'absente comme je manque à tous mes produits. » Mais comme on a vu, quand on s'absente, c'est qu'on vit la phénoménalité. On reconnaît notre intériorité qui est encore là et qui, à tout moment, peut s'exprimer, à tout moment participer et renouveler le déchiffrement. Mais je suis la source intarissable de ce déchiffrement, toujours renouvelé. Et ce renouvellement est précisément la présence ou mon assistance à moi-même. Donc la possibilité de la parole comme non-parole, ou parole-activité, est comme la possibilité de refuser la séparation. Elle est aussi nécessaire. Elle aussi doit contribuer d'une certaine manière à l'oubli de la transcendance, à affirmer encore plus l'existence de l'homme comme phénomène. L'extériorité est en fait une existence en plus de l'intériorité. L'existence phénoménale de l'homme est l'existence de l'homme qui se contente de l'existence intérieure, qui refuse le surplus. Mais comme la possibilité d'accueillir le surplus doit demeurer, l'homme a donc accès à la parole qu'il peut utiliser que pour son intérêt s'il le veut. Ce qui compte, c'est la garantie de la possibilité de ce surplus, la garantie qu'on peut participer au déchiffrement, qu'on peut être la présence à soi, qu'on peut être l'assistance à soi-même. Mais quand on le veut, le langage est à sa disposition. Ainsi, le langage, la langue, la parole surtout, apporte cette existence, en plus de l'existence pleine et joyeuse de l'intériorité. Si l'homme n'a plus cette possibilité, s'il n'a plus l'accès au langage, il ne peut plus connaître l'existence extérieure. Alors cet homme est mort. Le surplus qu'emporte le langage par rapport à tous les travaux et les œuvres qui manifestent un homme mesure l'écart entre l'homme vivant et l'homme mort. Le seul cependant que l'histoire, qui l'aborde objectivement dans son œuvre ou dans son héritage, reconnaisse. Donc voilà, l'histoire reconnaît seulement l'homme mort, celui qui n'est jamais entendu, qui ne peut jamais être entendu réellement, celui dont la subjectivité est étouffée. Il y a donc trois types de subjectivité selon Lévinas. Il y a celle de l'homme mort, une subjectivité qui est mal entendue dans l'histoire, qui est déformée. Puis il y a la subjectivité enfermée dans l'intériorité. Et puis entre les deux, il y a celle qui fait la différence entre l'une et l'autre, qui est la subjectivité de l'assistance. L'homme vivant est l'homme qui a par défaut la subjectivité enfermée dans l'intériorité, mais qui a aussi la possibilité de la subjectivité de l'assistance. Et quand il passe de son existence intérieure à l'extérieur, lorsqu'il manifeste la subjectivité de l'assistance, il ressuscite l'homme mort qui a été dévoré par l'histoire. Ainsi, l'homme, par l'assistance, brise les équivoques. Il devient signifiant, il devient le donneur du sens, référence de la vérité. Il retrouve l'univoque sous le relativisme des signes et des symboles. Ce n'est donc pas trouver la vérité absolue, genre la proposition fixe qui est au-delà du temps et de l'espace. Si c'était juste ça, en fait, l'univoque, c'est se positionner dans la totalité. Hein. C'est d'ailleurs comme ça que l'intelligence conçoit l'univoque et que la politique l'instaure. Hein. Il n'y a qu'une seule vérité et on l'a par l'intelligence et on l'impose par la guerre. Le prix à payer pour une telle conception de l'univoque est le suivant. L'indépendance de l'être séparé s'y trouve perdu, méconnu et opprimé. Or ici, Lévinas, il propose une autre façon de comprendre l'univoque. C'est le face-à-face. Le retour à l'être extérieur, à l'être à un sens univoque, à un sens qui ne cache aucun autre sens, c'est entrer dans la droiture du face-à-face. Et il faut bien préciser que le face-à-face n'est pas un jeu de miroir, la face de l'autre ne reflète pas la face du même, ni vice-versa. Il n'y a pas d'égalité ou de symétrie dans cette rencontre, plutôt ce qui est mis en avant, c'est la responsabilité du moi envers autrui. La parole que suscite la relation métaphysique, l'expression, l'existence extérieure, n'est pas une existence esthétique, mais une existence éthique, une existence de devoir et d'obligation envers autrui. Et ainsi, la vie extérieure nous met dans le centre de l'être tout en étant en dehors de l'être. On sort de l'ontologie, mais c'est maintenant pour devenir responsable de cet ordre-là, de ce monde. On est en fait le centre de gravitation et tout dépend de nous. Et ainsi, la responsabilité suscite qu'une chose de nous, que nous soyons bons. Le face-à-face est un appel à la bonté. C'est ça la responsabilité selon Lévinas.
Le dépassement de l'existence phénoménale ou inférieure ne consiste pas à recevoir la reconnaissance d'autrui, mais à lui offrir son être. Être en soi, c'est s'exprimer, c'est-à-dire servir autrui. Le fond de l'expression est la bonté. Être kasafto, c'est être bon. Et voilà, on vient de finir cette deuxième section sur l'économie et l'intériorité. La prochaine fois, on va commencer la troisième section qui est sur le visage et l'extériorité. Hein, cette fois-ci, voilà, maintenant, on a vu comment le moi s'articule, comment l'intériorité et l'économie s'articulent. On a vu leurs limites et maintenant, parce que voilà, éventuellement, le moi doit sortir de son intériorité pour aller vers l'extériorité, mais il garde quand même son intériorité. Hein. Et donc du coup, maintenant, on va parler de cette nouvelle dimension qui est celle de l'extériorité. Donc, visage et extériorité pour la prochaine fois, troisième section. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'hab, j'espère que ça vous a été utile pour mieux comprendre ces textes très complexes. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, le petit commentaire, abonnez-vous et les liens en description pour me suivre, pour me soutenir et tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour